en compagnie des Genesis. That's all. C'est un Genesis soft, voilà. Il y avait des Genesis qui étaient beaucoup plus hard. Bonjour à toutes et à tous. Donc vendredi 22 mars 2013. Oui, d'ailleurs on le reconnaît. Parce qu'il y a la période plus savante. Peter Gabriel. Ouais. Alors, numéro 824 de Mars Attack, Aziz Daouda, bonjour, le professeur. Asdin Amara, bonjour. Camarade président Blaise Bouemi. Amin Rahmouni, bonjour. Et Amin Birouk. Alors, je voudrais commencer l'émission par rendre hommage à un sprinter qui a disparu, Pietro Menea. Parce que, bon, non seulement parce que ça a été quand même un des... On peut dire peut-être le sprinter blanc le plus... Très simple. Le plus grand sprinter blanc de tous les temps, on peut dire. Pratiquement. C'est le plus grand. Pratiquement. Disons qu'il est non. Il y avait Valérie Borzov aussi qui était... Non. Attends. Le gars, il a eu un record du monde... Borzov qui était quand même pas mal aussi. Le gars, il a un record du monde qui est resté 17 années sur les tablettes. Sur 200 mètres, de 79 à 87. Attends, il a fallu un martien... Michael Johnson pour le battre. Attends. Atlanta. Borzov était bon, mais a surtout profité des Jeux Olympiques auxquels les Occidentaux n'avaient pas participé. Ouais. C'est ce qui a contribué à son aura. Il était bon, effectivement. Ouais. Mais Pietro Menea est l'athlète blanc, donc non d'origine africaine. Ou afro-américaine. Ils sont d'origine africaine. Ben oui. Non d'origine africaine, qui a eu un record du monde qui est duré autant et sur une distance mythique, qui est une distance d'Africain. Voilà. Le 200 mètres. Parce qu'en fait, lui c'est en regardant à la télé John Carlos, oui. Il a dit, moi je souhaiterais, c'est arriver un jour, et puis 11 ans, jour pour jour après, il bat le record de John Carlos. Et comme tu me le disais en off, et je te laisse la primeur de parler de Menea, c'était un athlète véritablement exceptionnel. Exceptionnel en tout. Moi j'ai eu la chance de le connaître en fin de carrière. Parce qu'il a fait les Jeux Méditerranéens de Casablanca, il a fait bien sûr toutes les compétitions évidemment et les Jeux Méditerranéens de Casablanca, parce qu'à l'époque les grands athlètes de la Méditerranée participaient aux Jeux Méditerranéens. C'était une compétition très importante. Et je ne sais pas si aujourd'hui on en fait des comme ça dans les pays d'Europe. Il y en a plus des autres. Et évidemment avec une morphologie qui est très humaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est frêle, qui n'est pas très frêle, petit de taille, pas très grand de taille. Enfin, il était, sa façon de courir était aussi anachronique, mais il avait un relâchement une technique exceptionnelle. À le voir courir aujourd'hui, on se dit waouh, c'est comme ça qu'on doit courir finalement. C'est une grande. Alors justement, toi qui es un technicien, la médaille d'or au jeu de Moscou, lorsqu'il remonte l'Écossais Welsh en courant à l'extérieur, pratiquement. Qui est le couloir le plus plus lent et le plus c'est le plus difficile, tu vois, le couloir à l'extérieur. Oui, parce que bon, il faut savoir que il sort du virage pratiquement en 6e, 7e position. Oui, mais il avait une capacité de finir ses courses qui était exceptionnelle aussi, parce qu'il s'est doté d'une résistance. Ce gars-là aurait fait mouche aussi sur 400 mètres, mais il n'a jamais couru. Il faut se rappeler qu'il avait fait chou blanc sur 100 mètres, où il était considéré comme un des favoris, parce que c'est les JO du boycott, il n'y avait pas d'Américains. Et c'est Alan Wells, l'Écossais, qui avait gagné. La presse italienne lui était tombée sur le dos. Et il a eu une sacrée revanche sur sa distance de prédilection. Il avait fait 10-0-1 quand même à l'époque, ce qui était pas mal. Il a fait 10-0-1. Il n'a jamais été un grand coureur de 100 mètres parce qu'il n'en avait pas la puissance. Mais par contre, sur 200 mètres où il faut plus de fluidité, il était excellent. Et la technique du virage aussi, tout ça. Bien sûr. Et c'est le deuxième champion olympique italien sur la distance après Livio Beruti en 60. Alors moi, ce que je voudrais, c'est plutôt parce que, en fait, j'ai vu un documentaire hier, une espèce de testament. Bon, il était atteint d'une grave maladie. Et en fait, il avait peut-être compris qu'il allait partir. Finalement, il est parti à 60 ans. Et il laisse un message aux jeunes. Et il leur dit en fait, un titre olympique, une médaille, un record du monde, c'est pas la finalité dans une vie. Dans la vie, c'est quand vous arrivez à la fin de votre vie, vous vous dites qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, comment vous l'avez obtenu. Et c'est ça l'important. Et entre parenthèses, le gars, il avait 4 licences en droit, en Sciences Po, en lettres
et en sciences de l'éducation motrice. Oui, en psychomotricité. En psychomotricité. Donc, tu vois, le gars, il était avocat. Effectivement, quand tu parles à un athlète, quand tu lui dis alors la médaille olympique, etc., ce qui va te raconter le plus, ce n'est pas comment il a fait pour gagner cette médaille, c'est-à-dire le jour de la compétition, mais ce qu'il a fait avant. Ouais. Et lui, l'a exprimé en des mots simples, mais des mots qui retracent véritablement tout le cheminement de la chose. Parce que tu n'arrives pas à une médaille olympique par hasard. Contrairement à ce que pensent certains, pour atteindre ce niveau-là, il te faut 7-8 ans d'entraînement très intense, à très haut niveau, pour atteindre ce niveau-là. Et puis, ce qu'on veut dire par là aussi, c'est que en fait, sport et études font bon ménage. Il suffit d'avoir la volonté. Exceptionnellement. Lui, c'était quand même exceptionnel, parce que 4 licences, il faut le faire quand même. Mais il a fait beaucoup de ses études après la fin de carrière. Ah oui, absolument, bien sûr. Après, pas pendant la carrière. Quand on dit études, c'est pas diplôme en Italie. Il y a des gens qui sont pluridisciplinaires, ils sont sur plusieurs. Et puis il y a eu un grand hommage à Esrom, tout le monde, Totti. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme chez nous quand on dit à Ouita le train, etc. D'ailleurs, le train, ils vont baptiser un train. Justement un train à grande vitesse, ils vont le baptiser Ménéa, qui va être lancé dans quelques temps. Bravo. Et à l'époque, quand on disait il court comme Ménéa, ou alors il est aussi rapide que Ménéa. C'était un petit peu dans les. Il a inspiré beaucoup la technique de course, notamment les sorties de virage à côté de la ligne, parce que ce qui est très difficile à réaliser. C'est vrai. Et de manière inclinée, parce que lui, il y a des athlètes quand on les regarde. Il empiétait presque. Oui. Tu as l'impression qu'il empiète. Mais en fait, il est incliné. Tout le corps est incliné, ce qui est extrêmement difficile à réaliser. Extrêmement difficile à réaliser. Beaucoup d'athlètes sont inclinés du buste, mais pas des jambes. Lui, il était totalement incliné. C'est ce qui faisait d'ailleurs sa sortie de virage exceptionnelle. Et pour ça, c'est une technique, c'est beaucoup de travail. Alors une dernière. Je le trouve extraordinaire. Tu vois que cette là-bas, c'est un vendredi. Il parle comme ça, tu vois, de manière scientifique, d'un grand de l'athlétisme. Tu dirais là, là-bas, il peut être intelligent. Un grand de l'athlétisme parle d'un grand de l'athlétisme. Et une dernière anecdote, ce qui serait impossible aujourd'hui, c'est qu'il avait des copains. Il avait un copain qui avait une vieille Fiat 600. Et il lui disait, vas-y, roule, et moi je vais essayer tu me diras à quelle vitesse je vais faire courir. La vraie Fiat 600, pas celle d'aujourd'hui. Mais la vraie Fiat 600, un sprinter pouvait la battre sur 30-40 mètres. Parce qu'elle partait très lentement. C'était un petit moteur qui n'avait presque pas de puissance, donc il fallait le lancer. 600 cm3. 590 cm3. 600 cm3. Mais une voiture comme ça, un athlète peut la battre sur 30-40 mètres. C'est après que ça devient difficile. Bon, alors, on va parler de l'affaire Belrazouani, donc les cartons de Belrazouani. Et nous, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Nous, on a travaillé hier soir. Coup de cœur, coup de gueule, si vous voulez, allez-y. Vous avez travaillé hier soir? J'ai travaillé exprès. Je lui ramène une pépite. Guidadi en plus. Non, mais moi, je vais vous lire un petit poème. Court. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je vous dirai pourquoi. Il s'appelle Azzouz. On dit déjà. عزوز مسكين عند راس أستاذ وفلسفة ذاك الأستاذ كتب كتاب ودخل به لاتحاد الكتاب وجا المؤتمر يضحك على بنات الجواد قال عيد الأضحى قريب والمرأة ما هي غير ضحية يا غافل يا عزوز يا اللي بخفت عقلك مهزوز طواك الزمان وبقات لك مزية دير في بالك ولا تنسى راه المغربية اليوم صبحت واعية وقوية وعلمها في العالم مهزوز يا غافل يا عزوز حفصة البكري vous rappelez là qui est venu chez nous enseignant d'anglais linguiste. Pourquoi ce poème Lino? Eh bien parce que hier c'était la journée mondiale de la poésie et le Maroc a été l'initiateur de cette journée. Beaucoup de poètes, Labi, Abdelazreka, tout le monde ont travaillé pour qu'il y ait cette journée mondiale de la poésie. Et elle a été fêtée dans le monde entier, sauf au Maroc. Alors voilà, coup de cœur, coup de gueule, n'est-ce pas, pour un pays où nous avons des poètes, mais la poésie, vous regardez les médias officiels, vous regardez, rien n'a été fait. Alors il y a eu le message du secrétaire général de l'UNESCO, tout le monde a bougé dans le monde, chez nous, 2-3 exceptions, à Hay Hassani, dans une petite université, mais sinon personne ne... Et ça, je l'ai appris où? Hier à la galerie Nadar, j'ai été à une exposition qui a été inaugurée, on en a parlé hier, en Barbrada, et je tombe sur une dame
une dame qui est la sœur de Leila Faraoui, et dont le fils est gardien de but, 15 ans, au Wydad. Il s'appelle Ryan Santana. Il vient d'avoir sa nationalité marocaine. C'est un gamin qui dit à sa maman, je vais aller là-bas, portugais, espagnol, je vais aller là, là où est passé Hicham Khrifi, n'est-ce pas? Donc il s'accroche. Il y a deux gamins dans ce cas. Il y a un petit français, mais il veut avoir la nationalité. Il a bataillé, il a eu la nationalité marocaine, il en est fier. Il est Pourquoi il a choisi le Wydad? Il est intelligent. Non, il est intelligent parce que la place va être libre bientôt. C'est pour ça qu'il se bat. Tu sais, moi, au-delà. Ça va t'amener, tu vas voir l'hécatombe de SMS maintenant. Tu vas voir l'hécatombe de SMS. On ne dit pas une bêtise. La place va être libre bientôt. Moi, j'en parle. Il a quel âge le gamin? 15 ans. 15 ans, dans 2 ans il va jouer, ça fait. À 17 ans il va jouer. Et alors, pourquoi pas? Non, il est 15 ans, 1m82. 1m82 à 16 ans il va jouer. Il est à l'école espagnole. Et l'école espagnole, c'est 15 heures, la fin des études. Et donc, ils s'entraînent 3 fois par semaine, 1h30 pour chaque séance, 15 heures. Il a tout le temps pour faire du sport et pour être gardien. Il rêve, lui, de défendre les couleurs nationales. C'est la maman qui me l'a dit. Et le petit-fils de feu, Abslam Faraoui, qui était Wydadi et qui emmenait sa fille au terrain tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a attrapé le virus du football et du WAC. Il l'a passé à son fils. Alors Ryan, bon courage. Et moi, je suis fier de ce Maroc qui va ouvert sur les cultures. Moi rapidement, si tu permets, Blaïd, j'ai un coup de cœur. Hier, un ami à nous, un ami commun à tous, Rachid Mkwar, m'a amené dans son association. Oui. Et je vous assure, si ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un gros coup de cœur. Quoi, c'est la famille, quoi. Oui, bien sûr. Rachid Mkwar, c'est la famille. C'est Rachid. C'est un neveu. Et sincèrement, Lino, je vous invite à y aller. J'ai été bluffé. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel, véritablement exceptionnel. Ouais. Et j'en suis sorti ému, mais vraiment ému. C'est-à-dire, j'ai vu la qualité du travail, la qualité du bâtiment, ce qu'offre cette association aux enfants atteints de handicap assez graves. C'est quand même des infirmités très graves, enfin, très fortes. Mais ce qu'il aurait offert comme cadre est véritablement exceptionnel et fait honneur au Maroc. Et je tenais vraiment à vous en parler ce matin. Alors, je ne comprends pas justement pourquoi il y a un auditeur qui nous dit quelle honte, Lino, pas un seul mot sur les handicapés. Jawad. Ben voilà, la réponse est liée. Voilà. Non, mais je ne comprends pas, parce que de toute façon, la journée de l'handicap, ça sera samedi prochain, pas demain, samedi prochain. Le samedi. Exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, le Lino Café sera fait en direct, avec Rachid Mkwar, avec la présidente aussi d'une espèce de consortium là, de ces associations qui s'est créée récemment, etc. Avec, on va essayer d'inviter aussi un joueur de rugby donc, qui a été paralysé suite à un accident. Suite à un accident, etc. Un des premiers accidentés de la route. Etc. Voilà, délaissé un petit peu par le sport. Là. Donc je vois pas qu'est-ce que ça vient faire ce truc-là. Quelle honte, Lino, pas un seul mot sur les handicapés. Alors, mais en tous les cas, aujourd'hui il y a un vœu. L'association, enfin l'ami que préside Rachid a un petit vœu. C'est très simple. Ils ont une très belle cour d'ailleurs, et qu'ils veulent transformer en terrain de sport. Et moi j'ai téléphoné hier à un ami à moi. Sport. Un petit terrain de sport pour ces jeunes-là qui sont là-bas. Et moi, j'ai téléphoné à un ami à moi, entrepreneur, dont je tais le nom parce que je sais qu'il n'aimerait pas que je le dise, mais qui m'a répondu favorablement. Et puis, s'il y a quelqu'un aussi qui veut aider à ce qu'on monte ce terrain de sport pour ces jeunes. Et puis, alors, la particularité, c'est que Rachid me dit, on fait le terrain de sport pour l'école, mais on l'ouvre aussi aux enfants du quartier. C'est-à-dire, contrairement à ce qui se fait dans l'éducation nationale, où les infrastructures sportives sont fermées aux enfants des quartiers, lui, il veut réaliser cette petite infrastructure dans la cour et l'ouvrir aux enfants du quartier. Voilà. Et en cela, c'est aussi encore un coup de cœur. Bon, alors, écoutez, conseil pour les achats, et ensuite on va revenir sur, on va parler de Maroc-Tanzanie, évidemment, et toute l'actualité. Chers auditrices et auditeurs, donc on reprend avec vos SMS au 5030 code du SMS IDIR TTC. Est-ce que le match sera retransmis et les buts seront
Est-ce que le match sera retransmis? Et les buts seront de Adoua et de Berada. Les buts de Berada et de Adoua, les matchs seront-ils retransmis sur une TV? Oui, c'est sur la SNRT. La SNRT, oui. Voilà. Mais attends, SNRT quoi? Satellite, TNT, attention. Hein. Sincèrement, moi, ce que j'ai entendu ce matin, on m'a appelé ce matin pour me dire... Satellite. On m'a dit que la SNRT avait acheté les droits de... Et le match est à midi. Voilà. À midi, parce qu'il y a 3 heures de décalage, il sera 15 heures à Dar es Salaam. Alors en ce moment même, ils sont en vol. Hein, donc, Adil Omari m'a appelé à 5h20 ce matin. Ils ont pris l'avion il y a 5h20 qui est pour lui 9h30. Oui, donc, il est bien réveillé et tout. Hein. Pour l'affaire justement, enfin l'affaire entre guillemets de Belrazouani, voilà, et des cartons. Alors, je continue avec les SMS avant de revenir à Belrazouani. Alors, l'essentiel, avoir toujours confiance et rester derrière notre équipe nationale. C'est Abbas Zaïd qui nous dit ça. Alors, cette formation nous inspire confiance. Les combinaisons entre les joueurs de chaque compartiment sont déjà en place. Le gros travail reste de trouver ces mêmes combinaisons entre les compartiments de jeu qui sont susceptibles de nous donner les 3 points. Alors, bonjour Lino et son équipe. Aujourd'hui, on est vendredi, un peu d'Andalousie, s'il te plaît. Alors, on va vous le proposer avant la fin de l'émission, ou vers la fin de l'émission. Là, en fait, on a choisi Genesis ce matin, mais c'était déjà programmé depuis quelques jours. On est organisé, hein. Rien que pour dire aux gens que ma chanson, moi, elle attend encore. Mais on peut leur proposer dis-lui Absamad, Goulé, la semaine prochaine. Dis-lui, deuxième semaine, ça y est, la semaine prochaine, c'est bouclé. C'est bouqué, ça y est, les 5 chansons, ça y est. Lino, écoute un peu en sourdine, là. Tu continues à parler, mais tu vas... Ouais, d'accord, en sourdine, d'accord. Alors, bonjour, on peut voir le match, s'il vous plaît, comme on vous l'a dit, donc c'est toujours sur la SNRT. Hein. Donc, alors, Amine, taisez-vous quand on parle d'un Italien. Faut dire oui à Lino. Malek de Rabat. On n'a rien dit de... On a juste mis en valeur quelqu'un qui était champion olympique. Il faut... Merci pour ce programme matinal. Je suis fidèle à Mars Attack chaque matin. Bravo Lino. Un coup de cœur sportif pour le match Italie-Brésil. Ça rappelle la Coupe du Monde 94, un grand Balotelli, Reda de Rabat. On va essayer d'en parler si on a le temps tout à l'heure. On va trouver le temps. Mohamed de Tanger, la décision de faire jouer Tétouan, Waf à huis clos était scandaleuse. Qu'en pensez-vous? Bon, on en a déjà parlé, mais on peut reparler tout à l'heure, mais ce sera difficile aujourd'hui d'en reparler. Amara, vous êtes rive gauche ou rive droite? Gauche. De Casa. Ça dépend de gauche de cœur, sans problème. Gauche. Ça dépend de quel côté on se place. Si on passe du côté de Salé ou si on se passe du côté de Rabat. Et si on se place autrement aussi. Et non, et si on se passe alors à Paris, à Paname, alors là, rive gauche, ça fait un peu... un peu un télo. Un peu un télo de gauche. De gauche, le cœur va à gauche. Ouais, mais avec petit MG décapotable quand même, et puis... لا احنا عندنا ريف gauche et rive droite c'est Arbaté ou Slaoui. C'est ça. Rive gauche, rive droite. مع الربعة على العصر. Bonjour Lino, alors que peut-on dire du Kabel Rouazani? Pour moi c'est de l'incompétence et de ce responsable de démissionner, mais je peux toujours rêver. Le feu marche toujours, parole de Babouzi. Donc bonjour Lino, parlez-nous du vrai foot, le match d'hier. Alors c'est bien Daouda, reste sur l'athlétisme, tu maîtrises. Laisse le foot tranquille. Alors, il y a Jawel qui s'excuse. Hein, il dit autant pour moi. Il s'est juste trompé de date. Il est excusé. Jawel. Alors, salut Lino. Méné a été champion à Moscou quand les USA étaient absents. Voilà, c'est simplement un peu l'histoire de Nawal en 84. C'est pas vrai avec l'absence des pays de l'Est, Malek de Rabat. C'est pas vrai du tout. Quand quelqu'un il garde un record du monde pendant 17 ans, ça veut dire que... Il avait le record du monde, c'était le meilleur du monde. À l'époque, donc, il avait fait aux Universiades en 79. Oui, à Mexico. À Mexico en 79. Mexico 79, qui constitue la première grande compétition internationale de Saïd Aweta. Ouais. Mais là, il a mélangé Ménia avec Nawal aussi. Non, mais il n'a pas tort. Enfin, absolument, sur Nawal, il n'a pas tort. Il a raison. C'est factuel. Bah oui. Non. Pour replacer les choses dans leur cadre. Nawal, les absents, ils ont toujours tort aux arbres. Bien sûr. Bien sûr. Mais lui avait le record du monde déjà de la distance. Donc il était le favori. On parlait de Nawal Moutouakil. J'ai dit que Ménéa avait le record du monde et donc était le favori. Ouais. C'est-à-dire la différence entre lui et elle, c'est que voilà, lui quand il est arrivé à Moscou, c'était déjà le numéro 1 mondial. C'était le favori. Voilà. Alors, elle était demi-finaliste. Je suis ce Younes. L'année d'avant. Je suis ce Younes entre guillemets.
Vous voulez reprendre l'affaire d'hier comme si c'était une montagne, alors que c'est juste une petite souris. Vous utilisez à ce sujet un arsenal de guerre sophistiqué, alors que la cible n'est qu'une mouche, sportivement. On va chasser la mouche. Entre parenthèses, FRMF. On va chasser la mouche. Alors, Younes de Marrakech, واش الماتش ديال الماروك تنزاني غادي يديروا في التلفزيون marocaine في satellite. Alors, merci Radio Mars. Ben oui. À la question, on répondra oui. Bonjour messieurs, Belaïd c'était hier la journée mondiale de la trisomie. Donc, je voudrais aussi profiter du fait qu'en France, beaucoup de chaînes de télévision, notamment une chaîne d'information en continu, BFM pour ne pas la citer, a fait en sorte que le journal du matin, que sa matinale, soit présenté par une adolescente trisomique, et elle s'en est sortie à merveille. Ouais. Oui, mais il faut qu'on le fasse ici aussi. Même pour la chaîne qui a le petit plus aussi, elle l'a fait aussi. Oui. Des idées comme ça sont sympathiques. Alors, évidemment, tu as déchaîné les foudres, pas du ciel, mais des Ouidadi. Azdin Bzef Alik Nadir, c'est Moustapha de Casa. Lino dit à votre consultant que le Miari restera et que le Ouida donnera toujours des grands gardiens pour le Maroc et des patrons de radio. Abdelrani de Casa. Alors, sur ce, on va parler de l'affaire Belrazouani. Bon, c'est vrai que nous aussi, peut-être, on a été pris à contre-pied ou non. Bon, toujours est-il que il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. On a essayé de nous cacher quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Il y a eu des incertitudes, ça c'est sûr. Hein. Il y a qu'à Siviro. Et il y a un règlement, ça c'est sûr. Et il y a un règlement, ça c'est sûr. Et tu as le fameux mot de l'histoire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même à la CAF, ils sont pas sûrs. Et Hicham Lamrani aurait demandé à la FIFA, mais écoutez, nous on a un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est des joueurs. Il faut rappeler qu'il y a un précédent. C'est un joueur soudanais Zambie, Zambie, qui a reçu un carton rouge lors de la dernière CAN au Gabon 2012 et qui a été aligné lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, Soudan-Zambie à Khartoum. Le Soudan a gagné le match. La Zambie a déposé des réserves et a eu gain de cause et a donc récupéré les 3 points du match sur tapis vert. Donc, mais la loi dit quoi? La loi dit quoi? Ben, on va lire la loi. On va lire. Article 112. Article 112. Alinéa 1. Les avertissements reçus au cours d'une compétition ne sont pas reportés à une autre compétition. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est clair. Ils le sont par contre d'un tour à l'autre d'une même compétition. Le jury disciplinaire peut exceptionnellement déroger à cette règle par avance pour une compétition déterminée. L'article 114 est également réservé. Donc ça prête à confusion. Non, c'est très clair. Par contre, le jury. C'est-à-dire des fois pendant le tournoi, ils annulent, par exemple, la veille d'une finale, ils annulent tous les points. C'est passé pour le joueur de Rennes, puis 3 pas, en finale de Cannes. Ils le font souvent. Par contre, ce qui est bizarre, là où ce qu'on peut relever, c'est comment ça se fait que malgré le texte de loi, le Soudan ait pu perdre son match de tapis vert. Parce que quand il y a carton rouge, il y a sanction. Le joueur est sanctionné. Il est suspendu. Automatiquement pour le match d'après, pour au moins un match après. Alors qu'un cumul de cartons, non. Non, voilà. Les cartons s'annulent à la fin de la compétition. Quand tu es dans un tournoi, CAN, à la fin de la CAN, il y a plus les cartons s'annulent. Donc tout ça pour dire qu'en fait, qu'il n'y a pas eu erreur administrative de la part de la Fédé et que normalement, Belrazouani peut jouer ce match-là. Sans aucun problème. Ouais. D'ailleurs, l'article 114 corrobore ce qui a été annoncé dans l'article 112. De manière générale, toutes les suspensions des joueurs et des autres personnes sont reportées d'un tour à l'autre d'une même compétition, donc c'est ce qui est logique. Les suspensions de match liées à une expulsion prononcée contre un joueur en dehors d'une compétition ou non subies à l'intérieur de la compétition au cours de laquelle elles ont été prononcées sont reportées comme suit. Coupe d'Afrique des Nations, report au match officiel de l'équipe nationale. Compétition à limite d'âge de la CAF, report au prochain match officiel de l'équipe nationale, quel que soit le type de compétition. Ça revient à l'affaire du joueur soudanais. Bon, toujours est-il que il y a encore confusion que mais attends, il y a deux sources bien informées. On a su qu'il y a une lettre qui est partie de la CAF pour aviser la fédération. La fédération pour notifier d'abord. Après, il y a eu une réaction. Hein. Il paraît que la CAF a sollicité aussi la FIFA. Donc, erreur de la CAF, tout simplement. Parce que le règlement. Moi, rien que de mémoire, je sais
de mémoire, et beaucoup de gens, et toi aussi tu le sais, que les cartons jaunes s'annulent à la fin d'un tournoi. Hier, Voilà, je ne vais pas vous faire écouter Adil Omari. Hier, Adil Omari est justement sur place à Dubaï. Il a sollicité la délégation, etc., etc. Ils lui ont dit, écoutez, c'est pas difficile. Il va y avoir la réunion technique samedi matin. Ils vont nous notifier la suspension. Et nous, on va dire, de toute façon, le joueur, il est blessé. Voilà. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, ça ajoute un petit peu. Alors, notre auditeur qui dit c'est une montagne, non, c'est une souris, etc. Qu'on le veuille ou non. C'est un lièvre. C'est un lièvre que tu as soulevé. Lino, c'est les gens de la fédération qui ont dit ça. Qui ont dit ça à Adil. Ouais. Bien sûr. Qui c'est qui a à non, Dubaï? mais je demande, mais il n'a pas demandé ça à Ouita. Non, mais même si Ouita est allé leur rendre visite. Non, mais qui c'est qui lui a dit ça? Vraiment, c'est. Non, mais c'est un problème. Il faut avoir l'avis de tout le monde, de la fédération, de la CAF. Et c'est bien qu'on ait réagi comme ça, qu'on n'ait pas attendu à ce qu'il soit trop tard. Bon, messieurs, maintenant on va parler football. On peut quand même, c'est du football, mais enfin, moi j'ai trouvé quand même cette affaire est symptomatique de la manière dont est perçue la gestion de notre Fédé. Parce que très très vite, tout le monde, avant de vérifier si c'était le cas ou pas, tout le monde a rué dans les brancards pour crier à l'incompétence. Pourquoi? Parce qu'on a eu un cas similaire il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez juste l'an dernier, le cas Carcella qui est parti au JO, alors qu'il n'avait pas le... Éliminatoire des JO, Coupe d'Afrique au championnat d'Afrique des moins de 23 ans ici. Exactement. On le met dans la liste et on le retire 24 heures avant le début de la compétition. Parce qu'il n'était pas apte à jouer avec le Maroc. Et en fait, j'ai trouvé ça symptomatique de la manière dont est perçu en fait. Au loup, très rapidement. Alors qu'il suffit juste d'aller chercher en fait les textes de loi pour se rendre compte que c'était pas le cas. Donc en termes de communication et au niveau de la confiance, le rapport entre nous simple mortel et les instances un peu fédérales qui gèrent le football, c'est pas le grand amour, c'est pas la grande confiance. Et d'autant plus que ces textes sont accessibles aux communs des mortels. Oui, non, la preuve, vous avez, ça serait plutôt platonique. Ça serait plutôt platonique. Bon, alors, on va parler de foot joué, c'est-à-dire maintenant, pas football administratif. On va parler football technique. Qui va jouer Qui va jouer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formation là? Mais c'est une formation officielle ou c'est une présomption de formation? Elle est proposée par Adil Omari après avoir vu le dernier galop d'entraînement à Dubaï. Alors, vas-y Amine. Non, attends. Par rapport à celle de Omari, et celle que j'ai proposé une, oui. Bon, s'il vous plaît. Il y en a un seul de faux. Avec Belghazouani. Priorité à Adil Omari qui est sur place. Alors, voilà ce qu'il propose. Le Miagri dans les buts. Belkhdar à droite, Bergdish à gauche, dans l'axe Hamel Shakir. Stop. Parlons défense maintenant. Alors, tu vas te tromper sur Shakir aussi. Non. Latéral, non. Là, 5 sur 5 jusqu'à présent. Ah bon, alors, défense à 4, défense à 4, vous êtes d'accord? Défense à 4 avec un vécu de joueurs des phares qui ont des automatismes. Lemliari intouchable dans sa cage. Les deux latéraux. Mais je l'ai mis quand même, Les deux latéraux, Belkhdar ou Bergdish, c'est bon? C'est bon. La paire centrale... C'est une défense très offensive. Et cette paire centrale, est-ce qu'elle vous inspire confiance? J'aurais un petit bémol, mais ça c'est bien une petite coquetterie de ma part. J'aurais bien aimé voir ce petit Chbé là. Il va rentrer. Parce que le match qu'il fait contre le Mali, il a quand même été exceptionnel. Et je le trouve un peu plus... Enfin, je l'ai trouvé sur ce match-là, défensivement un peu plus solide que Bergdish, plus discipliné défensivement que Bergdish. Bergdish a un très bel apport offensif, notamment par des centres sympathiques qui nous ont permis de marquer pas mal de buts, notamment c'est le 4e qui nous a sur la qualification contre le Mozambique. Il est très beau centre. Mais je trouve que défensivement... la passe pour Hafedé contre la Hafedé, exactement. Mais bon, moi, c'est une passe plus à l'aveugle qu'autre chose. Enfin, il la remet, alors que le premier centre, le centre pour l'Arabie était vraiment pour l'Arabie. Alors que, moi, bien sûr que c'est difficile. Voilà, c'est difficile de mettre Hbera, deuxième division. Mais ce garçon, j'aimerais vraiment le revoir plus souvent en équipe nationale. Tu vas voir que si ça marche très bien, il va rentrer. Par rapport à la dernière CAN... Mais tu vas pas prendre le risque quand même de... Alors, par rapport à la dernière CAN, il y a du 3 sur 5 déjà. Donc, il y a un vécu, on est dans la continuité. On rappelle que Hamel arrive parce que Bnati est blessé, et Belkhdar retrouve son rang, parce que Belkhdar a été titulaire contre le Mozambique, et était partant certains sur la liste des 23 sans ce petit problème physique qu'il a eu avant la CAN. Alors, la chanson disait « Parlez-moi de lui », moi je vous dis « Parlez-moi d'eux ». Enfin, parlez-moi d'elle, la paire centrale. Non, ils jouent ensemble depuis un petit moment. Je trouve
qui prennent Hammel avec Shakir, même si c'est deux droitiers, alors que Fdal est gaucher. Mais Fdal, il est un peu, pour moi personnellement, un peu fébrile à cette place-là avec Shakir. Il est un peu lent. Hammel est plus vif et a joué contre cette équipe de Tanzanie que j'ai vu un peu sur pas mal d'extraits parce que j'ai essayé de les voir un peu jouer. Je pense que c'est la paire qu'il faut. De toute façon, il n'a pas d'autre choix. Il aurait pu reconduire il aurait pu reconduire un système qu'il a mis en place pendant la CAN sur 2 matchs, qui est celui de l'Adoua en défense centrale, parce que l'Adoua a de l'expérience internationale contrairement à Hammel et Shakir au niveau africain. Donc il aurait pu prendre, pour moi c'était un risque parce que je trouvais que l'Adoua par la suite quand il avançait d'un cran sur le dernier match, il était exceptionnel. Donc il aurait pu effectivement, pour ne pas prendre de risques, parce qu'il a été dans les risques, reconduire les doigts en personne. Donc c'est pas si évident que ça. Je trouve que c'est courageux et novateur ce qu'il fait là. Mais bien sûr, non mais c'est là, logique. C'est une traction avant là. Hein. Là c'est logique. Hein. Ça, pour moi ça c'est la logique, parce qu'à ce moment-là, tu peux toujours te dire, Shakir il a joué à droite en Coupe d'Afrique, il le met à droite, les doigts il le remet là-bas. Tu vois, c'est beaucoup de. Ce que je te dis. Ouais. La logique aurait voulu peut-être que pour assurer un peu au niveau sécurité, reconduire ce qu'il a fait en Coupe d'Afrique. Alors que là non. Ça c'est une sécurité ça c'est une belle sécurité. Ça c'est une très belle sécurité. Au niveau international, je ne sais pas si c'est une sécurité. C'est très bonne sécurité parce que mettre les doigts devant la défense, pour moi, il assure beaucoup. Il a fait un super match contre l'Afrique du Sud. Mais c'est ce qu'on dit. Mais pour ce match-là, tu sais, pour la sécurité, mettre une sentinelle pareille devant la rôle défensif. Non, je ne dis pas qu'il a tort de faire ce qu'il fait. Bien sûr, c'est un premier rideau. Non, juste on parle de sécurité, de logique. Toi, tu as toujours tu as toujours prôné la continuité. La continuité aurait voulu normalement de reconduire un petit peu les automatismes créés pendant la CAN. Alors que là, c'est nouveau. Même si en club, ils jouent ensemble, et tu sais aussi bien que moi, jouer ensemble en club ne vaut pas jouer ensemble en équipe nationale dans des contrées lointaines où on n'a pas forcément l'expérience de l'international. Moi, sincèrement, les contrées lointaines, pas lointaines. Je suis très content pour les doigts devant. Quand tu es avec quelqu'un avec qui tu joues souvent, déjà, l'alignement. Là, ils sont 3 déjà. Au niveau de l'alignement, ça va être un peu plus facile, tu vois. Parce que jouer en défense, c'est surtout avoir la maîtrise de l'alignement. Et là, à 3 déjà, il y a moins de risques avec Bergdis qui va jouer avec eux. Donc ça va être beaucoup plus facile. Et c'est l'alignement qui te donne vraiment une belle défense. Et puis il y a une chose qui effectivement, il faut savoir que cette défense-là, le gardien n'est pas le même, mais à peu de choses près, cette défense est la 2e meilleure de Botola. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas non plus. C'est relatif. Ils n'ont pris que 13 buts, il me semble. Ils sont complémentaires. Tout match confondu, ils sont la 2e derrière Loa qui a 11 buts encaissés. Donc effectivement, c'est logique, oui, d'une part de la part de. Et puis ils sont complémentaires, même si ce sont 2 droitiers dans l'axe. Hammel est bon sur l'homme. C'est-à-dire qu'Hammel c'est des tacles glissés et Shakir c'est une bonne relance. Et comme je tête les deux, ils sont comment? Hammel marque des buts de la tête. Non, c'est vrai, en phase défensive. Non, Lino, il a un peu raison. Je tête en phase défensive. Ils vont être un tout petit peu handicapés, mais vraiment pas beaucoup, un tout petit peu, mais c'est quand même des joueurs très sur les balles arrêtées, Edouard va reculer derrière. Et il y a une chose, ils sont très athlétiques et ils sont très vifs, très vifs tous les deux. Donc au niveau de la prise de balle. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'y va pas pour faire match nul. Donc il faut être très offensif. On y va pour gagner. Si on ne gagne pas là-bas, c'est pas la peine. Donc tu vois très bien que c'est une équipe, même les défenseurs qu'il y a sont capables de marquer des buts. Oui. Ils sont capables de faire des passes décisives, etc. Les 4. Ce que dit Aziz est vraiment juste, très juste. Pourquoi? Parce que parce que là maintenant il faut gagner, il faut aller gagner. Et pour aller gagner, il a mis 2 arrières d'aile qui montent beaucoup. Et même Shakir qui peut percer aussi, parce qu'en difficulté, Shakir peut monter, aider un peu le milieu de terrain, comme il le fait de temps en temps, comme il l'a fait avec les phares dernièrement, il est monté 2 ou 3 fois. Il est polyvalent. Il peut jouer dans l'axe, sur un côté à droite, ou au milieu récupérateur. C'est quelqu'un qui est tellement rapide et qui replie facilement, etc., parce qu'il a une condition physique exceptionnelle, qu'il va dans les espaces. Il occupe les espaces. Un espace Khawi, Timchilo.
Et il arrive à faire des tirs, à faire des passes, etc. Et ça c'est quand même... C'est un défenseur moderne. Moderne. Mascherano était milieu de terrain, ils l'ont fait rejouer derrière pour sa vivacité. Il vient occuper les espaces, il vient presser, il vient... Beaucoup d'errements, Mascherano en défense. D'ailleurs, on va pas aller vers Barcelone, mais chantier prioritaire de Barcelone cette année, c'est la défense centrale. Là, parce que pendant un moment, il pense à Garé, Ezequiel Garé, l'ancien joueur du Real de Madrid. Mais ils ont qu'à prendre Shakir, hein. Que Biro connaît bien. Ils ont qu'à prendre Shakir, hein. Barcelone. Oh, bien sûr, alors pourquoi pas. Bon. Tu recommences tes délires? Non. Thomas, hier, on a eu l'Mbarké Nasri. Donc ça se poursuit. Mais Mbarké à Manchester City. Là, pour PSG. Ah, d'accord. Mais moi pour Belkhdar, une chose seulement. Sur le plan mental. On l'a vu dernièrement. Tu vois, c'est quelqu'un qui joue avec les risques, qui joue avec les cartons. Ce qu'on a, pardon? Belkhdar. Ben, sincèrement, tu sais, maintenant, quand tu joues en équipe nationale, c'est pas la même chose. Tu es vraiment, tu sais, effectivement, tu as raison. Si jamais il y a une faute au départ, parce que tu sais, le défenseur, quand est-ce que tu déstabilises une défense? C'est quand un de tes arrières a un carton jaune dans les 10-15 premières minutes. Parce qu'il joue un peu avec le frein à main. Tu ne peux pas le changer très vite, parce qu'il vient juste d'avoir un carton. Et deuxièmement, il joue tout en... C'est contre Rifen Chichouya. Bon, c'est vrai que... Mais tu as 12 la première mi-temps coup là, et tu es un peu plus sans carton. Tu es un peu plus... Alors, milieu de terrain. Une dernière phrase. Un dernier mot sur la défense. Oui, sur la défense. En fait, Belkhdar est un novice au niveau africain. C'est sa deuxième sélection. Oui, sa deuxième sélection. Donc on a quand même l'impression alors justement, comme une sélection alors. Ouais, très bien. Le taulier c'est Bergdish. Belkhdar 0. Belkhdar 2. Belkhdar 2, c'est la deuxième. Bergdish, bon, il vous avez compté le Mali et tout ça? Non, on a comptabilisé le Mozambique. Mozambique. Il n'a pas joué le Mali. Ah si, il a joué, mais c'est un match amical. Donc ça fait 2 sélections. Alors, Hamel. Hamel, c'est la première, je crois. Hamel, c'est la deuxième. Non, ce sera la troisième parce qu'il a joué contre le Niger. Et il enchaîne contre le Mali. C'est des matchs amicaux, ça. Bah oui, mais tu les comptabilises. Tu comptes Belkhdar en match amical contre le Mali aussi. Mais il a compté, ça fait deux. On va pas s'amuser à compter, mais Lino, c'est une... Shakir, c'est le plus capé. Non, attendez, mais les gars, c'est important. Un match attention, c'est important. Si en additionnant les cas, tu trouves 20 sélections, c'est rigolo, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ce que j'allais te dire aujourd'hui. On va aller chercher... Shakir, le Niger, les deux matchs amicaux en Afrique du Sud et les 3 matchs de la CAN, ça fait 6. 6. Bergdish. Bergdish est plus capé. Une dizaine de matchs? Ouais, plus. 12. Non, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on sait bien que c'est une défense expérimentale au niveau de l'équipe nationale. Mais c'est ce que je vais te dire, en fait, c'est qu'on voit clairement que Taussi a privilégié le bloc au lieu de l'expérience. Là, il a vraiment privilégié. Je me demande que si les phares avaient eu un super arrière gauche, il aurait peut-être pris l'arrière gauche des phares aussi. Voilà. Il privilégie clairement le bloc. À l'expérience. Les automatismes, à l'expérience internationale, au vécu. Ils n'ont pas un grand vécu en équipe nationale. L'expérience ne compte que quand elle est positive. Non, mais or, l'expérience de ceux que tu insinues est largement négative. Largement négative. Oui, mais il faut bien commencer commencer un jour avec d'autres. Non, mais justement, ce que disait justement Amine, il a raison. Finalement, même s'ils n'ont pas un grand vécu en équipe nationale, ne serait-ce que le fait parce que les trois, ils jouent ensemble, les automatismes et tout ça. Voilà. Donc finalement, recommence à zéro pour recommencer à zéro. Moi, tu prends 3 mecs qui jouent toujours ensemble. Mais le contre-exemple à ce que tu dis à Aziz, qui aurait pu battre en brèche la politique de bloc de Taussi, c'est que je suis certain, même j'en suis même très certain, si Ben Atia était en pleine possession de ses moyens, il aurait joué. Et là, on aurait plus été dans une logique de bloc et d'expérience parce que effectivement, tu aurais eu 2 joueurs qui jouent ensemble et 2 joueurs qui ne jouent pas ensemble. Ben Atia, il aurait joué, c'est juste qu'il est blessé. Bon, là, il revient avec l'Udinese sous perfusion, le match qui est désolé pour pouvoir jouer, mais Ben Atia aurait été là. Donc, je pense que là, on a quand même l'impression que Taussi, c'est une formation par défaut qu'il met. C'est-à-dire qu'il a vu les gens disponibles et c'est une politique de se dire bon voilà, au lieu de rqa avec des joueurs à droite à gauche, étant donné que j'ai pas Ben Atia qui est quand même le taulier de la défense, qu'on le veuille ou non, autant aller sur une logique de bloc et qui est peut-être plus intelligente que de mettre un Kantari ou un Kotari avec si Ben Atia était là, peut-être qu'il n'aurait pas mis la même défense.
Il aurait peut-être fait jouer, comme tu as dit toi, Edouard avec lui. C'est ce que je te dis. Il aurait mis Shakir encore avec lui pour jouer comme ils ont joué. C'est ce que je te dis. Et aujourd'hui, au vu des blessés, il s'est dit, au lieu de colmater les brèches en prenant 1, 2, 3 joueurs à droite, étant donné que j'ai pas les joueurs, peut-être, moi je ne suis pas, on essaie de réfléchir. Nous aussi. Voilà, donc il s'est dit, étant donné que je n'ai pas mon pilier principal en défense, peut-être que j'irai sur une logique de bloc, aussi peu expérimentée au niveau africain soit-elle. La bonne question pour moi, Sidi Amin, serait si cette équipe marche très bien, est-ce qu'il va la changer après? Est-ce qu'il va rappeler d'autres? C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est celle-là. Si cette équipe marche très bien en Tanzanie, est-ce qu'il aura le courage ou l'audace de la changer après pour la Côte d'Ivoire? Mais on peut toujours appeler Benatia, il peut être remplaçant, Benatia lui aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Bon, alors, milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est celui du dernier match, la CAN. Voilà, exactement le même. Edouard, pivot central, Chefny à côté de lui, et ce sera un triangle avec au sommet du triangle, il y a la base, c'est Chefny Edouard, et au sommet du triangle, le créatif, c'est Brada. Sauf que Brada va être à droite et Chefny à gauche. Ah, ça c'est pour commencer, c'est juste la disposition, parce qu'il faut bien les placer au départ. Et après, tu vas voir que... Non, sauf que Brada va être à droite et Chefny à gauche. Si tu pars en 4-2-3-1 comme qui est le dispositif de prédilection pour commencer, parce qu'après les systèmes changent, tu le sais. En 4-2-3-1, ils sont pas à droite. À mon avis, Brada, il est un cran au-dessus de Chefny. Non, tu n'as pas compris. Il va y avoir Chefny et Chefny et Edouard. Il va y avoir Brada à droite. Oui, voilà. Brada, il va être à gauche et à droite. Il va être à gauche. Rapidi dans l'axe. Et il va y avoir Bourzouk et Belghzouani, pas Behri. Donc tu pars en 4-4-2 alors. Pourquoi Belghzouani? C'est Belghzouani qui va jouer. Il est blessé. Non, il n'est pas blessé, Belghzouani. Zdine insiste sur son 11 de départ. Eh oui, il n'est pas blessé, Belghzouani, c'est celui qui faisait la polémique par rapport au carton. Non, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Il est blessé. Hier. Écoutez les gars, on n'a pas dit Omari. Attends, c'est le gars, ça fait 3 jours, il s'entraîne 10 minutes, il sort, il s'entraîne 20 minutes, il sort. Hier, il est encore sorti, il s'entraîne pas, le gars. Ça sera le Behri, alors c'est très bien Behri aussi. Je pense pas que Behri rentre au départ. Là, tu vas voir pourquoi il va rentrer. C'est un joueur de rupture. C'est un joueur de rupture. Voilà, exactement. Si tu recules d'un cran, parce qu'il va y avoir pendant le premier quart d'heure, pendant les 20 premières minutes, le Oura football, ils vont pousser pour aller chercher exactement. le but. Là, tu les attends, hop. Voilà, à un moment donné du match, tu vas voir que Chefny et Edouard vont être beaucoup plus défensifs qu'ils ne paraissent sur le schéma. Et Behri va jouer du côté de Brada et il va se compléter avec Brada. Behri va même jouer sur un côté, il peut percuter. Et puis Behri Bourzouk, c'est quand même les derniers des Mohicans de cette équipe qui a disputé la Coupe arabe à Brino La Carana. Parce qu'on en est nostalgique et Behri avait été très bon sur la finale, notamment en finale où il avait marqué le but. Donc, il revient bien avec le fait. Il revient bien avec le but. Camarade président, on n'entend pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de Rajaoui peut-être? Il y en a 2. Si, il y a Bourzouk. Et là, encore, tu fonctionnes avec la logique du bloc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Exactement, ceux qui doivent être là sont là. Mais là, on peut quand même revenir sur la paire de récupération. Je pense que c'est aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu en Cannes, qui c'est peut-être de mieux, parce qu'ils sont super complémentaires. Il y a quand même une Adoua qui ratisse beaucoup en milieu de terrain, au niveau de, qui récupère, qui relance peut-être pas très bien, mais qui a un jeu de tête qui va vachement servir avec les coups de pied arrêtés. Et un bon relais. Et un Chefny moi je vois ces matchs avec Brest, qui récupère beaucoup, et qui a une qualité, très bon relais, et qui a une qualité de relance qui est vraiment très très bonne. Il se débarrasse pas du ballon. Il récupère le ballon. Mais il est obligé parce qu'ils ont qui Grougy, je crois. Grougy. Il n'y a pas beaucoup de créateurs à Brest, donc il est obligé d'avoir les deux rôles. C'est-à-dire que quand il récupère, il garde le ballon, la fraction de seconde qu'il faut pour les replacements, etc., pour qu'il y ait du mouvement autour de lui. Et ce que je trouve très bien, c'est que ce garçon revient bien en équipe nationale, alors qu'il avait été appelé par Guéretz un bon moment avant d'être jeté aux oubliettes par le maire, avant d'être jeté aux oubliettes. Je crois que Guéretz aussi l'a rappelé sur le match. Non, jamais. Le maire. Voilà, par le maire avant d'être jeté aux oubliettes pendant 3 ans. Et là, quand il est revenu avec un super état d'esprit. Et je suis content pour ce garçon. Non, il est encore jeune. Et puis il y a autre chose. C'est pas Roxer. Il a 30 ans. Il est jeune. Mais il a été repéré par Medir. Il était en sélection olympique, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. On va s'arrêter pour les conseils pour les achats. Pendant ce temps-là, il va y avoir aussi le flash info. Réfléchissez au SMS que nous envoie Rachid. Taoussi peut dormir sur ses lauriers. Il peut compter sur ses acolytes de Mars Attack. Vous ne voyez pas que vous comptez sur des joueurs inexpérimentés? Point d'interrogation. Conseil pour les achats. C'est pas tout.
Est-ce qu'on a tout dit sur l'équipe nationale? Non, on ne fait que commencer. Alors, vous êtes d'accord avec Rachid? Ce sont des joueurs inexpérimentés. Où allez-vous avec cette équipe? Le propos de Rachid, il me rappelle donc les annonces qui étaient pour l'emploi. Expérience demandée 5 années, expérience demandée. C'est exactement le même esprit. Mais il faut bien se la faire cette expérience. Ils vont la faire comment ces joueurs? Il faut bien commencer un jour. Bien sûr. Ils vont la faire comment l'expérience s'ils ne jouent pas en équipe nationale? Parce qu'il y a cette Coupe du Monde, il y a 2015. On ne peut pas les prêter à un autre pays pour se faire des expériences urgentes. À long terme. Et oui, bien sûr. Quand tu as fait ton analogie avec Azine, on s'est regardé parce qu'en fait on a pensé à autre chose. On a pensé quand tu veux rentrer en boîte. Il y a un mec qui te dit aussi accompagné ou alors habitué. Oh, je viens de venir habitué. On le met du main. Et après je vais devenir avec le temps, nous les habitués, accompagnés. Nous les savons. Quand ça n'a le mot de vouloir accompagner ou l'habitué. Normalement, avec des مازال كنا خدمنا à l'époque, tu vois quelqu'un je suis habitué. Ouais, mais ben non. Dis-moi, avec des yeux bleus, normalement, tu es toujours accompagné. Ouais, le soir, ça se voit pas. Quand je suis habitué, l'accompagner. Et Benatia n'est pas Barési. Contre la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a déserté sa place pour suivre Drogba derrière la ligne centrale. Hakim de Casa. Mais ça s'appelle des couvertures mutuelles, du coulissage. C'est lui aussi qui a tourné le. C'est lui aussi qui a tourné le dos sur le deuxième but. Sur le deuxième but du Cap-Vert. C'est lui aussi qui a tourné le dos sur le deuxième but du Cap-Vert. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le Haj B qui dit moi je verrais bien Shakir à droite et Fdal Hamal au centre? Fdal ne me rassure pas beaucoup. Depuis son retour au championnat marocain, Barré, ce n'est pas le Fdal qu'on a vu en équipe olympique. Pour moi, Fdal a pris la place de Skromé, par exemple. Par contre, moi, si on doit mettre un garçon qui joue à gauche à la défense centrale et que j'aime beaucoup à la place de Hamel, moi, j'aurais mis Bokharis. Oui, mais il n'est pas là. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, on a tous des petits regrets sur une liste. Hein. Moi, Bokharis peut être un regret. Pourquoi? Parce que c'était un très bon relanceur. Il est très dur sur l'homme. Il est gaucher. C'est-à-dire qu'il peut être un bon complément, un droitier sur une défense. Bokharis pour accompagner Shakir aurait été pas mal aussi. Il est très bien dans le jeu de tête, il tire très bien les coups francs. Il a un très bon coup très belle frappe du gauche. Je pense que Bokharis il revient très bien avec le Raja. Je pense que c'est un garçon qui manque un peu de la liste. Amine, vous nous parlez de Shakir comme s'il s'agissait de Ramos. Méfiance, quand même. Bonne chance à toi aussi. C'est Ramos de par sa polyvalence, il peut jouer à droite ou dans l'axe. Eh oui. Vas-y, c'est ton petit cadre de gloire là encore. Vas-y, fais-nous un petit rapport. Fais-nous un petit rapport. قول راموس يجي يلعب مع الجيش الملكي. قول له يجي يلعب. شوف pour être هذاك راموس نتاعك ديال ريال مدريد. هو قول له يجي يلعب هنا. يلا ابدا. ويضرب تيران ديال خريبكا ويضرب تيران ديال الحسن السكادير ويمشي يلعب في ايت من اللول. قول له يجي راموس. Il est bien là où il est. فوق راسو. هاد اللعابه ديال الاوروب وصيفطهم جهنم باش داروا لك دابا يجيو يلعبوا في كتخلع ça va pas pourquoi ils le feraient. Ils sont dans un football idéal. Pourquoi les gens quand on leur dit un modèle et aujourd'hui tu leur dis alors mais j'aime pas quand les gens te disent Shakir est-ce que c'est Ramos علاش Shakir ما يكونش Ramos علاش Ramos ما يكونش Shakir هذه هي la différence. Là, moi, je veux bien qu'il reste comme ça. Mais il faut juste que tu partages et que tu nous goûtes. Je sais pas ce que tu prends tous les matins, mais je veux pareil. Mais tu changes pas. Et pour revenir à ce match-là et à la formation, le Miagri, c'est plus des conseils sportifs, c'est des fatwas maintenant. لا تنحقروا الدراري نتاعنا لا تنحقروا. Shakir c'est pas Ramos. Heureusement que Shakir c'est pas Ramos. Vous savez comment il est Ramos qui dit? Il joue son 100e match avec l'Espagne face à la Finlande ce soir, oui. Et Shakir il va commencer, tu vois, il va faire 200 matchs à Wembed. المهم باش نرجعوا les moutons ديالنا les lions de l'Atlas ديالنا le Miagri c'est le plus capé. Attends, stop. Là il faut point d'ordre. Voilà. Point d'ordre. Il était temps. Le patriote, il est à ta gauche. Oui. Hein? Ne piétine pas ses plates-bandes s'il te plaît. Ah non, au contraire. Le patriote c'est lui. Ah oui, c'est lui, le professeur Aziz Daouda, le patriote. Si je réussis à faire un émule. En fait, non, j'ai bien compris le truc, en fait. C'est que Daouda, c'est Amara, do your job. Non, Lino. En fait, ils sont assis l'un qui est de l'autre. Voilà. Et Aziz est un garçon très calculateur et brillantissime. En fait, sur des choses logiques qui se tiennent, il monte au front.
Mais quand tu veux lancer des choses patriotiques qui sont un peu. qui peuvent prêter à polémique. Olé, olé. Qu'est-ce que c'est Amara Amara qui te lève la maillot fait la scène ديال cela. Là, sincèrement. Là où je suis d'accord avec Samara, c'est les comparaisons qui te placent qui sont inutiles. systématiquement. Non, qui te placent systématiquement le Marocain en situation d'infériorité. Voilà, c'est pour ça que moi aussi j'ai envie de rendre la monnaie aux gens qui nous envoient des SMS de ce genre-là. Il y en a un qui te dit واقلب على الريال راك عيقتي. On a comparé Alors Tayeb Eder, je suppose qu'il a vu hier Brésil-Italie. Bonjour Lino, mon ami Belaïd, arrête de te lancer en vain comme Don Quichotte, le Miari est incontournable. Forza Maroc. Ouais. Toi aussi, tu es là après le Miari? Le Miari, c'est mon ami, je l'ai vu grandir au RAC. Et après, j'ai toujours défendu le Miari. Pourquoi moi, j'ai jamais été dans le Miari? Belaïd n'est pas anti-Casablanca. Farrak, il forme de très bons gardiens pour l'OAC. Alors, mon cher Amine Rahmouni, Jbira était nul devant Salé. Faut pas s'en aventurer. Faut pas s'aventurer dans un match aussi capital que celui-là. Oui, mais Jbira était bon devant le Mali, donc voilà quoi. Zidane aussi, quand il jouait, il marquait pas tous les matchs. Hein. Alors, un commentaire à propos du dernier incident de Kharja. Ben, on en a parlé. Hein. Vous avez vu la photo? Vous y croyez, vous, la réconciliation? Bon, sûrement pour les médias, mais voilà. Ils n'iront pas dîner. Ils n'iront pas dîner ensemble au restaurant. Ils iront pas en vacances. C'est exactement ça que j'ai pensé. Ils iront pas en vacances ensemble, c'est certain. Non, pourquoi? Non, ça veut rien dire ça. Mais tu sais, c'est sur un match, ça peut arriver. Hein. Rugby, oui, c'est clair, mais bon. Rugby, oui, pas en football. Il y a tellement d'ego derrière. Chaque sport, c'est assez mœurs. C'est vrai. Il faut se placer dans le contexte. Rugby, on oublie facilement. Il faut se placer dans le contexte dans lequel il joue. Tu vois, et certainement qu'au Qatar, ça a dû faire le buzz. Et donc, pour calmer, pour que ça se décompresse, alors, il y a eu ce show qui en plus, c'est des millionnaires qui risquent le licenciement. Et peut-être que leurs agents leur ont dit, allez, réconciliez-vous, vaut mieux qu'on soit notre fric plutôt que... Mais il y a un truc qui m'a choqué, enfin, qu'on n'a pas relevé sur la vidéo, et on n'en a pas parlé avant-hier. C'est quand Kharja s'est fait justifier, parce qu'on va dire ça comme ça, il y a quand même les forces de l'ordre qui sont venues, qui sont rentrées le maîtriser physiquement très violemment. Il a fallu, c'est vrai, ils l'ont bien brutalisé. Hein. Il a fallu j'ai l'impression que c'était un dirigeant de son équipe aille voir les forces de l'ordre pour lui demander de lâcher. Mais tu vois la crispation qu'il y a eu autour de Kharja. À un certain moment, je me suis dit tu sais qu'ils l'ont, enfin, j'ai jamais vu ça sur un terrain, hein, même chez nous quand ça dérapait. Et si ça se trouve, c'est des Marocains. Ah, ça j'en sais rien, j'irai pas jusque-là, mais. Non, sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui travaillent dans la sécurité. Les Espagnols le font, les Sud-Américains le font. Ils vont tordre les bras aux joueurs. Est-ce que vous avez oublié, par exemple, lorsque les Italiens marquaient des buts en Coupe du Monde, ce que faisait la Guardia Civile sur le long de touche, à Bernabéu? Non. Olé, vous vous rappelez pas? Non. Alors regardez la cassette. Allez sur YouTube, tapez Italie-Allemagne 82, vous allez voir les policiers. Bah raconte-nous. On va voir. Ils allaient vers le banc de touche italien, ils les repoussaient tout juste, ils ne sortaient pas des coups donnaient pas des coups de gourde. Hein. Au troisième but, hein, c'est pas au deuxième but, donc c'était presque le match était plié. Bon, alors, un match aussi important ne se gagne pas avec des joueurs inexpérimentés. L'équipe de Guéret était plus costaude. Naïtali de Rabat. Mais elle était dans l'à peu près parce qu'on changeait d'équipe à chaque fois, alors qu'ici, au moins, tu as des automatismes. Le Miari, c'est l'incontournable titulaire depuis une dizaine d'années. Pourquoi tu rentres dans ces calculs-là? C'est des blocs. On a parlé de blocs. Il a le droit, Naït Ali a droit à une réponse. Mais bien sûr, alors la réponse, elle est toute simple. Je le salue parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Si aujourd'hui nous sommes en situation difficile, c'est à cause de l'équipe à Guéret. Voilà, tout simplement. Si nous avons moins de 2 points, c'est à cause de l'équipe de Guéret. Najib de Safi, l'équipe de Guéret implique aussi les joueurs de Guéret, pas forcément Guéret lui-même. J'ai dit l'équipe, j'ai pas dit Guéret, j'ai dit l'équipe. Non, tu viens de le préciser. Najib de Safi, vous criez victoire. Mais où êtes-vous, cher journaliste? Vous aussi, vous êtes responsable. Enfin, on serait éventuellement responsable. On endossera la responsabilité qu'il faut en cas d'échec, c'est tout. D'ailleurs, je me rappelle sur un match Bellouk part en tête à tête faire face au gardien, et il se trouve lamentablement. Voilà. Et peut-être tu n'as pas fait rentrer les bons joueurs. Et moi aussi, je jouais arrière droit, et comme je suis gaucher, je me suis planté sur 2 débordements. Ouais, c'est Dinder Pilanti. Ouais, Oulaïd. ماشي بلايد. كان hors-jeu. لا ماشي hors-jeu. كورة جايبة غير براسو واش دبي ديهم.
Alors, je présente mes excuses à ces responsables de la Fédé. J'avais tort, Babouzi. Et puis, bonjour Lino, cette erreur du bureau fédéral est passible de perpétuité dans un pénitencier d'El Paso. Aziz de Meknes. Il fait chaud, c'est le western. Il fait chaud, El Paso. Non, pour ceux qui ont pris le train en marche, parce que probablement beaucoup de nos auditeurs n'ont pas écouté l'émission depuis le début, il est clair qu'il n'y a pas eu erreur. Alors là, est qualifié. Hakim de Casa, la Fédération royale marocaine de football a reçu un courrier à la fin de la CAN dans ce sens. Il y a eu un courrier, les gars. Il y a eu un courrier. Il y a eu un courrier. Notre ami. Maintenant, si même pas à la CAF, ils connaissent le règlement, c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est grave. Lino, mais supposons que la fédération ait reçu ce courrier avant de partir. Et ils l'ont amené avec eux? Non, mais ils reçoivent un courrier quand eux, ils le demandent, ils en font la demande. Ils ne reçoivent pas un courrier sur un truc qui ne regarde pas la CAF. Mais tu dis, je veux clarifier la situation de tel joueur. C'est comme ça qu'ils ont un courrier réponse. Mais la réponse est un peu plus claire. Hein. Donc, alors, est-ce que franchement, est-ce que je vous lis ce SMS de Smaïl de Tanger? Bonjour tout le monde, j'ai un pressentiment que Lumiari va commettre la faute de sa vie dans ce match. Franchement, pourquoi? Pourquoi on veut qu'il arrête, qu'il soit le meilleur homme du match. À mon avis, c'est Najib Salmi qui a envoyé ça déguisé. Il a appelé un copain à Tanger, il a dit envoie un SMS là. Non? Là, on souhaite qu'il fasse le meilleur match de sa vie. Non, moi je veux mieux. Je veux qu'il ne fasse aucun arrêt. Voilà. Gars. Parce que s'il fait le match de sa vie, ça veut dire qu'on va être en difficulté. Alors, Mokhles de Meknes, vous formez une équipe qui rêve sans être endormie. C'est-à-dire une équipe, voilà, qui nous rêvons. Je rêve, tu rêves, nous rêvons, vous rêvez, il rêve. Mon cher ami, planifiez la chanson Dream, Dream, Dream des Everly Brothers. Ouais. Comme ça, on va... Dream. Ouais. Bon, alors hier, vous avez posé une question sur le Neybet actuel. Alors, que pensez-vous de Shakir Mounir de Rabat? Neybet s'est fait en 10 ans en sélection, en 14 ans en sélection. Laissons un petit Shakir le temps de devenir qu'il fasse quelques matchs capitaux ou Radiji Lourdes. Ce que tu dis est juste mais un peu faux. Parce que Neybet, en 2-3 ans, il s'était déjà fait en équipe nationale. Shakir, c'est sa première grande saison. Ce qu'il dit est juste, mais un peu tronqué, c'est que Neybet n'a pas attendu 12 ans pour être... C'est très vite imposé, je me rappelle, en équipe nationale. Neybet, c'est une vraie légende. Alors, voyons les choses en face. Les locaux eux-mêmes prennent imitent leurs idoles. Zakrimi, on l'appelle Pouyol. Zakrimi, on l'appelle Pouyol. C'est l'engagement et les cheveux. Et Rahmouni, c'est grave de considérer cette équipe du Mali, ce n'était que l'ombre d'elle-même. Mais c'est un gâteau d'entraînement. C'est le Hajj Bedaoui. Alors, je salue Siazine et ses déclarations sont faites après l'Asr. Je peux comprendre, mais à 9h du matin, non. Hamid le Knitri. Hamid Knitri. C'est le SMS du jour. City, Barça, Bilbao en Copa del Rey, 1984. L'autre fille de Rabat, c'est vrai. Là, il y avait eu de la bastonnade. Là. Il y a eu de la bastonnade provoquée par Maradona. Ouais. Ah oui. Et ça avait terminé au poste de police. Ouais. Alors, tiens. Bonjour Lino, je suis d'accord avec Amara. Hafidi mieux que Modric. Anwar le Rajaoui. Ah oui. Ça m'aurait étonné du contraire. Bon. Alors, le positionnement direct vis-à-vis des joueurs locaux par rapport à ceux des grandes stars internationales, ils rentrent dans le panthéon autant que le Bzdefalik. Je pense que ce sont deux choses qui auront marqué la saison de Mars Attaque de l'Amar. Ça aussi, on n'est pas fini. Ça aussi, c'est ce qu'il fait. Hein. Soyez sûr qu'il alignera la meilleure formation possible. Alors, il restera la vérité sur le terrain, encourageant donc notre entraîneur qui a du mérite. En termes d'expérience africaine, je ne crois pas que Taoussi soit mieux placé que ses joueurs. C'est-à-dire que lui non plus, il a pris une grande expérience africaine. Je pensais que tu allais dire exactement ça. Taoussi a beaucoup plus d'expérience africaine que Guéret. Je pensais que tu allais dire ça. Que Guéret? Oui. C'est pas difficile, il n'y en a aucune. On fait le décompte. En équipe nationale, je ne sais pas, mais bon, il a déjà fait, il a fait quand même beaucoup de matchs. Il a fait une canne, donc Taoussi a fait une canne. Il a fait un championnat d'Afrique avec son club. Avec une dizaine de matchs ou 12 matchs. Et avec les égalité avec les phares aussi. Égalité avec Guéret.
Tijani, l'Afkari, il dit que Amal et Cannavaro du Botola, et pour nous, c'est la sécurité totale. C'est la meilleure défense de Botola. Non, c'est la deuxième meilleure défense de Botola. La meilleure est Ouidadi avec 11 buts encaissés. Pour les militaires, Hamel, c'est le meilleur défenseur de la Botola. Ah bah oui, mais pour le roi aussi, l'Amrani, c'est le meilleur défense de la Botola. Donc sauf que Amrani joue plus. Alors, oui, mais chacun voit midi à sa porte. Si Amara, c'est toi qui ne connais pas Modric, celui qui envoie le message le connaît depuis qu'il jouait dans son pays et aussi en Angleterre, chez les Spurs. Alors arrête de dire n'importe quoi. Il est Modric, c'est quelle nationalité? Modric, il est croate. Ça doit être un croate qui nous écrit là, je crois. Parce qu'il dit, toi, tu n'as même pas reconnu un joueur marocain dans un point de suspension. Dans un match. Non, parce que des fois tu dis avec le numéro 14 de Hassania Dagadir, avec le numéro 12 de Lino, tu as raison. Je veux dire quelque chose. S'ils ont mis des numéros aux joueurs, c'est pour pas connaître leur nom. Tu parles avec le numéro. Mais maintenant on met des numéros et des noms. On met des numéros et des noms, mais tu n'es pas obligé de... qui c'est le numéro 15 de la Croatie? Je connais, regarde, Google. Boban. La Boban, la de Croatie. Alors, si... Lino, on te respecte beaucoup. Alors s'il te plaît, arrête cet Amara avec ses bêtises. Oh là, on commence à se dégoûter de Mars Attack. Bon. Il y a un mouvement de contestation là. Il y a un petit mouvement, mais les gens ils écoutent, ils adorent ça. Les joueurs marocains, France, Hollande ou Allemagne. Adi, sort de ce corps, s'il te plaît. Alors, c'est bon, on a compris. On a compris, sort de ce corps. Ce que je voulais dire, c'est Hakim de Casa. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se débarrasser des joueurs qui sont devenus, qui sont accoutumés aux mauvais résultats, pour ne pas dire des losers. Miari, Benatia, Belanda. Non. 2 sur 3 déjà sont liquidés momentanément. Lino, il ne faut pas faire ça aussi. C'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été retenus. Pour différentes raisons. Benatia a été en relation directe avec Taoussi, il était malade, comment il s'appelle, Smitho Amin, on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'il a été réintégré dans son équipe par, je sais pas par quel miracle, pour qu'il rejoue, ils avaient des blessés. Belhenda ne rentre pas dans la configuration pour ce match-là, il rentrera peut-être pour le match d'après. Je pense pas que... Il y a des joueurs comme Saïdi qui ne joue pas. Alors je vois pas pourquoi on prendrait Saïdi qui ne joue pas et laisser des joueurs qui jouent ici. Tu dépasses les événements. Pour ça, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on attendra toi aussi sur le résultat du match. Oui, s'il réussit, il aura raison dans ses choix. Voilà, s'il ne réussit pas, c'est toujours ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, là, un auditeur nous le rappelle, ce qu'on disait tout à l'heure justement pour la paire centrale, jeu aérien égale centre, ce n'est pas uniquement sur des ballons arrêtés, c'est des balles arrêtées sur les centrales. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Nadir et 2 ex-Ouidadi, Bourzouk et Adoua. Dans l'équipe de départ, plus Bono qui peut être utilisé en cours de match. Et Belkhadar, il l'oublie. Et Belkhadar. Il faut juste rappeler une chose qui est très importante. Il ne coachera pas à 18, comme c'est le cas lors des matchs éliminatoires de la CAN. Il devra coacher à 23. C'est-à-dire que tu peux coucher sur ta liste de matchs, comme à la CAN, 23 non. Donc, en cours de match, il aura une large palette de possibilités s'il veut faire ses changements. Pour cette question d'entraîneur, quand on parle de... Alors, Siblaïd, alors Bourzouk, Adoua, Belkhadar sont des Ouidadi de cœur, Adil de Casa. Oui, d'accord. Cherlino, Belrozouani a 2 cartons et ne pourra pas jouer. Faute administrative, c'est Saïd de Casa. À 8h55, donc c'est assez récent. Faute administrative. Alors, bonjour, ils sont où le Hajj, Boukhris, Salhi, Hamid de Casa? Où sont-ils? Ils sont à la porte de l'équipe nationale. Où sont-ils? Sincèrement, ils sont à la porte. Salhi. Ils sont dans l'antichambre. Salhi aussi. Mustafa de Casa. C'est très bon joueur. Ce que les joueurs qu'a énuméré Lino, ils sont excellents aussi dans leur club. Hein. Alors, Mustafa de Casa, d'après toi, Boumid, Bzef Alik, continue. Bzef Alik. Non, Bzef Alik. Biarré. Non, Bzef Alik. Presque. Louis
Wydad. Voilà. Bon, conseil pour les achats. Un jeune Wydad hier. Conseil pour les achats et on va continuer sur ces éliminatoires de Coupe du Monde, chemin qui nous amène tout droit vers Copacabana. Alors, la Coupe du Monde a commencé, on peut dire, non? La Coupe du Monde a commencé à Genève hier soir. Hein? Un match quand même extraordinaire. 2-0 pour le Brésil à la mi-temps, 2-2. J'allais parler du match entre Angleterre et Platini. 2-2 le score final. Hein? Très bon match. Quel match. Alors, sur le chemin de... Ça prouve la discipline tactique des Italiens qui sont très très forts. Très très forts. 70, on a dit ça. Ils jouent de la première à la dernière minute de la même façon. Ils ont bien réagi. Parce que... Ils réagissent toujours. Bon, c'est-à-dire que même s'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, je pense qu'ils ont eu un wagon d'occasion en première mi-temps. En première mi-temps, surtout les 10 premières minutes. Là. Ils ont un wagon d'occasion en première mi-temps. Et même après, ils ont le troisième but. Mais ils baissent pas les bras, c'est ça qui est... Deux ou 3 fois, avec une équipe de gamins. Ouais, mais les Brésiliens aussi, c'est un peu la fête. Dès qu'ils marquent, ils pensent que tout a été fait, alors que... Ce Brésil est en chantier. Il faut rappeler juste que c'est le deuxième match de Scolari. Ouais. Après celui de Wembley face à l'Angleterre, où ils avaient fait déjà une bonne première partie, mais ils avaient étalé des lacunes. Et le Brésil est une équipe qui est en pleine recomposition avec un sélectionneur qui n'est pas du tout habitué à lâcher le volant. Il va certainement remettre les choses à leur point. Mais ce qui est important, c'est que ces deux équipes se sont livrées à fond, alors que dans 3 mois, il y aura la répétition de la Coupe de la Coupe du Monde, de la Coupe des Confédérations, et ils vont se retrouver dans un match officiel. Non, c'est clair. Ce qui était impressionnant hier, c'est ça, c'est le rythme pendant 90 minutes. Tu te demandes si ces gens-là sont humains. Honnêtement, hier, c'est ce qui m'a choqué le plus. C'est quand je vu jouer, notamment après le but égalisateur. Mais sans motiver. C'est la motivation. Sans motiver. Le Brésil, l'Italie, franchement. Mais sans motiver, tu comprends. Moi, j'aime bien quand on parle. Et là, hier, j'ai eu une petite pensée qu'on a eue quand on fait l'émission, qu'on parle de rythme, retrouver Flaboto, là, on est content et tout. Après, je me dis, quand même, faut pas rêver. Il y a un monde, quand même, ce qu'on peut voir. Tu as vu combien d'occasions de but il y a eu de part et d'autre qu'on voit toutes les semaines. C'est impressionnant. Je sais pas, qu'est-ce que tu as une quinzaine d'occasions de but de part et d'autre. Oui. Et puis, ça va. Le terrain, on oublie qu'il fait minimum 100 mètres. Et parfois, tu as des remontées. Tu sais, juste sur l'engagement d'après Balotelli, tu as des remontées de ballon avec ballon. Des remontées de terrain sur 80-90 mètres qui se font 12 secondes. Moi, j'étais impressionné par Valdés. Mais c'est un truc de... c'est un extraterrestre, mec. Bon, même si sa coupe de cheveux est horrible, mais c'est impressionnant. Le nombre de kilomètres qu'il avale. Vous parlez d'Alves. Ouais, Daniel Alves. Avec ses cheveux horribles. Je continue dans le truc de... Je connais pas les noms. T'as pas relevé, là. Voilà, justement. Non, pas Valdés. Il n'y a pas de Marocain mieux que Valdés. Bien sûr. La Mazal. Et meilleur que Balotelli. Là, ça Balotelli, c'est une pointure. Hier, c'est le top 5. C'est-à-dire que s'il met un petit peu de grain dans... il rentre, à mon avis, il peut rentrer dans le top 5 des meilleurs joueurs mondiaux. C'est une action typique de Balotelli. Cet exil anglais. Pas encore, Lino, pas encore. Pas encore. On peut rêver. C'est pas le top 5 potentiel. Top 10. Même pas. Mais top 5, top 5, c'est bien ça. Aujourd'hui, Balotelli, c'est Messi. C'est Ronaldo. C'est Falcao. Je parle de buteurs. C'est des buteurs. J'ai pris que les buteurs. Allez, vas-y. Allez. Balotelli, c'est Messi, Ronaldo, Falcao, Ibrahimovic. Il y en a encore 4 ou 5. Ou même 6. Hafidi. Moi je peux dire. Balotelli aussi le Hafidi. Là. Hafidi, faut pas t'énerver là. Je dis, je peux peut-être me tromper, c'est un top 5 potentiel. Voilà, potentiel. Il est encore jeune. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il a 21 ans. C'est un gamin, il a 21 ans. Le but qu'il te marque hier contre le Brésil, c'est un peu comme les buts qu'il a marqués contre l'Allemagne, le deuxième but contre l'Allemagne. Lino, toi et moi savons qu'un grand joueur, c'est quoi? C'est avant de mettre des buts superbes, c'est la régularité. Oui, Milan, depuis qu'il est revenu en 6 matchs. 7 buts en 6 matchs. On parle au niveau international. 7 buts en 6 matchs. Il a marqué encore hier, donc ça fait 8 buts en 7 matchs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une équipe de jeunes peut faire face aux plus grandes équipes. Milan, cette année, c'est impressionnant. C'est des gamins, c'est Charles devant. Ceux qui nous reprochent à nous d'avoir une équipe. Est-ce que vous avez demandé les cartes d'identité aux joueurs italiens hier?
Ils étaient jeunes. Non, mais ils étaient jeunes. Attention, hein. On n'en est plus à cette squadra vieillissante. Quand il sort Pirlo et Osvaldo à la mi-temps, il y avait que des cadets sur le terrain. Hein. Non, mais ça, par contre. Oui, et pourquoi on reprochait à l'équipe du Maroc d'avoir des jeunes ou des novices en équipe nationale? L'Italie. Parce qu'il faut bien commencer un jour, et ces jeunes ont prouvé hier que maintenant, à partir de là, il va falloir compter avec l'équipe d'Italie. Et c'est d'autant plus bizarre que l'Italie, tout comme le Maroc, a opéré un changement de concept au niveau de leur équipe nationale, sachant que l'Italie, et Lino ne dira pas le contraire parce qu'il connaît mieux que nous, a très souvent été, pas contre les jeunes, mais a très souvent été un frein à l'éclosion des jeunes. A joué soi-disant la sécurité. Mais d'ailleurs, le plus bel exemple italien de jeune brimé qui a mis du temps, c'était Giovinco, il a fallu attendre ses 25 ou 26 ans avant de le voir donner sa chambre. Il a été trimballé. C'est un joueur qui a éclos très jeune, vers 19-20 ans, à Parme. Il a beaucoup fait ses classes à Parme. Et pendant très longtemps, justement, ce qu'on reprochait au football italien, c'est d'avoir des jeunes. Verratti a été obligé de s'exiler de Pescara. Bien sûr. Au PSG, je finis. Avant d'exploser, et aujourd'hui Verratti qui n'a que 21 ans est demandé par tous les clubs du monde. Alors que s'il était resté en Italie, lui, Diamante et compagnie, il aurait fallu 3-4 ans. Et le plus bel exemple justement, ça a été ce Giovinco qu'on a longtemps brimé avant de donner. Tu as Pirlo. Pirlo, c'était une perle à l'Inter de Milan. Ouais. C'était un numéro 10 à l'ancienne dans le registre d'Almazzola, Rivera, Antonioni, Baggio. Mais ce n'est qu'en 2003-2004 au Milan AC qu'il a commencé véritablement dans un repositionnement parce qu'on n'a pas fait confiance aux jeunes. Non, Pirlo est un cas. J'avais lu un article très intéressant là-dessus qui expliquait le cas Pirlo qui n'a rien à voir avec Giovinco. Pirlo, quand il a commencé à exploser à Inter Milan, il était installé à une position qui était bâtarde, qui à l'époque n'existait pas. C'était des milieux récupérateurs relanceurs. Qui a mis cette mode des milieux récupérateurs? C'était Pirlo, les premiers qui ont fait ça, Guardiola, et qui par la suite ont enfanté des Xavi et compagnie. Et c'était des postes qui, au début des fin des années 90, début des années 2000, n'existaient pas. C'était des postes bâtards. Au-dessus des milieux défensifs, casseurs. Au-dessus des milieux défensifs, au-dessus des créateurs. C'est-à-dire des récupérateurs avec les pieds. Un peu. C'était un avec Deschamps. de bons pieds. En fait, c'était un Deschamps qui devait récupérer le ballon, donner à Zidane pour créer. Voilà. Et les Pirlo, Guardiola et compagnie, c'était des premiers du genre. Ouais. Et c'est eux qui ont enfanté par la suite des Xavi, des Busquets. Et aujourd'hui, un bel exemple de jeune qui est comme ça, c'est le petit dont j'ai parlé des Verratti. Yaya Touré. Mais non, Yaya Touré encore un peu plus physique. Plus casseur. Mais le côté Pirlo, c'était normal parce qu'à l'époque, Yaya Touré, il a pas la touche de balle de Pirlo ou de Guardiola. Mais il a autre chose. On parle de récupérateur petit format, le mec qui récupère la balle, qui est hargneux malgré sa. Tu sais, Busquets, il est pas petit, hein, il est grand. Il y avait un joueur qui était un peu comme ça avant. D'ailleurs, Busquets, la plus belle déclaration d'amour a été faite par son entraîneur qui disait, Del Bosque, qui a sous sa coupe la plus belle génération de joueurs que l'Espagne ait connue. Et le mec, quand il y a Xavi, Iniesta et Silva, il te dit, moi, si je devais me réincarner en un joueur, ça serait Busquets. Parce qu'il jouait dans le même poste. Attends, il y avait un joueur avant ces générations-là qui était Breitner. Comme ça. Paul Breitner. Non, c'est un latéral. Oui, mais c'était un latéral, mais il jouait exactement ça. C'est un latéral. Oui, non. Mais il allait vers le centre. C'est un latéral qui restait jamais sur son mais des joueurs comme ça qui récupèrent et qui. Justement, il récupère, il monte avec le ballon. C'est quand même. C'est Pirlo, Guardiola qu'on fait. Abdelmajid Dolmy. Oui, on va dire ça. Oui, mais bon, il a plus me oui, c'est vrai. Oui. Très bon. Il a fait 4 postes. Il a été latéral. L'arrière central, milieu récupérateur, il a été. C'est l'un des premiers qui a fait évoluer le numéro 10 face à la France à Monaco. Exactement. Et ça a été un. C'est l'un des premiers qui a donné. Breitner a même porté le numéro 10. Amine, c'est l'un des premiers au Maroc qui a changé le. Amine, c'est l'un des premiers qui a changé un peu le jeu du milieu de terrain marocain. Abdelmajid Dolmy. Sincèrement, hein. Il jouait un peu défensif. Après, il a commencé à monter un métro. Il perdait très peu le ballon. Donc. Dolmy, malgré tout le génie qui est caractérisé, c'était quand même un chance du jeu court. C'était pas un chance du jeu long. Dolmy, c'était pas un petit crochet à 4-5 mètres pour ça. Sur l'ouverture, il y a le Portugal. Qui est magnifique. Un petit crochet par Dar es Salaam. Combien on a fait de Dolmy? Ne mettez pas les casques, c'est pas la peine. Un petit crochet par Dar es Salaam. Je vais parler un petit peu de l'arbitre, qui s'appelle Elder Martins de Carvalho, qui est angolais. Qui est contesté. Qui est né le 1er janvier 1977. Ça lui fait combien 36 ans.
Voilà, 36 ans. Et c'est lui qui a été désigné. Et il est un petit peu contesté par les Tanzaniens. Par les Taifa Stars. Hein, donc, un petit peu de controverse. Pourquoi il est contesté? Il n'est pas contesté parce qu'il leur a été défavorable, parce que pour son passif. Oui. Alors, ils ne l'ont pas contesté parce qu'ils considèrent qu'il ne leur est pas favorable, ils l'ont contesté il a eu beaucoup de problèmes. Parce que il a été suspendu par la CAF pour de nombreux mois à cause de rumeurs qui indiquaient qu'il n'avait pas été neutre lors d'un match de la CAN 2010 entre le Nigeria et le Bénin. Entre autres. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, ou en revanche, il a arbitré quand même. Il a officialisé trois matchs, donc en Coupe du Monde des moins de 17 ans. Il a arbitré Uzbékistan, Nouvelle-Zélande. Il a donné 3 cartons jaunes. Il a arbitré Jamaïque, France, 1 carton rouge et 4 cartons jaunes. Il a arbitré en août 2010 un certain TP Mazembe Steve. Il a donné 1 rouge et 5 cartons jaunes. Mais qui a pris le rouge. Il a arbitré Cameroun-Sénégal en juin 2011. Il a arbitré République centrafricaine, Algérie en octobre 2010. Où l'Algérie a perdu 2-0 dans un traquenard à Bangui. Ouais. Et il a arbitré Algérie-Égypte 4-0 le 28 janvier 2010. Le 28 janvier 2010. 0-4 et au cours de ce match, il y a 2 joueurs algériens qui avaient été expulsés. Voilà. Et ce match avait tourné au cauchemar pour les fédérés. Et Ghana-Égypte aussi, il avait arbitré. Bon, mais là, il n'a pas sévi, il n'a pas sorti. 1-0 pour l'Égypte. C'est pas un tocard quand même, le mec. Non, mais tu as dit, le dernier match, il n'a pas sorti. Non, parce que est-ce qu'il a l'habitude de sortir à chaque fois systématiquement des joueurs pratiquement, c'est-à-dire que le mec, il a le carton facile. Pour Ghana, il était 4e officiel. Il faudrait juste rappeler qu'il était 4e officiel. 4e arbitre. Voilà. Arbitre du centre, voilà. Il n'y a que Ghana-Égypte et Algérie-Égypte il était 4e arbitre. On a quelque chose à dire sur l'arbitre, non? Oui, mais Belkhadar devrait faire gaffe, voilà. Avec un arbitre comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que c'est une question que je pose, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que ça se fait en rugby maintenant, beaucoup d'équipes de rugby ont des arbitres qui viennent leur expliquer les règles pendant la semaine de concentration, qui leur expliquent la psychologie de l'arbitre qui a été désigné, histoire de ne pas tomber dans certaines choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas suggérer à la fédération de voyager régulièrement avec un arbitre reconnu? Il y a souvent Rouissi avec eux. Il y a Rouissi. Est-ce qu'il est du voyage? Oui, il est toujours avec eux. Toujours avec eux, Rouissi. Pour quel intérêt on le ferait? Parce qu'il y a beaucoup de subjectivisme dans le comportement des arbitres de football. En rugby, les règles sont plus claires que dans le football. En rugby, il y a la vidéo. En rugby, il y a beaucoup de choses. Il y a la vidéo uniquement pour les essais. Hein. Oui, mais écoute, si elle existait uniquement pour les buts, déjà, c'est tout. L'arbitrage du rugby a beaucoup évolué par rapport. Ce qu'il faut se dire, c'est que en matchs internationaux, il faut faire gaffe tout le temps. Il faut faire gaffe parce que autant dans une compétition nationale, les arbitres peuvent être plus ou moins coulants, etc. Là, en Coupe d'Afrique, en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, ça ne plaisante pas. Voilà, mais le rugby est beaucoup plus. Les règles du rugby sont beaucoup plus compliquées que le foot. Elles sont plus claires. Très compliquées. Tu n'as jamais joué au foot américain, toi? Non. Moi, j'ai joué 4 saisons, j'ai pas compris encore. J'ai pas compris, mais il y a des règles encore que je dis. Là, Lino, le soir, je prends le bouquin, je dis, mais. Lino, même au rugby. Je lis 6 fois la règle, à la 14e fois, je comprends toujours pas. Même au rugby, c'est. D'ailleurs, c'est pour ça que l'arbitre, à chaque décision, aux États-Unis, il explique. Il dit ce qu'il siffle. Pour les joueurs, pour les spectateurs. C'est la pédagogie. Parce que même les joueurs, ils ne comprennent pas ce qu'il a sifflé. Parce que bon, tu sais, quand tu es dans un jeu comme ça où il y a beaucoup de promiscuité, tu te demandes si c'est pas toi qui as fait la faute et tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a sifflé. Et c'est normal. Alors qu'en football, c'est quand même plus clairsemé sur le terrain et tout. Donc les joueurs en basket, on a un semblant de ça en basket. Lorsque l'arbitre arrête et puis il mime les gestes, il dit voilà, bon, il explique passage en force, non obstruction, truc, tu vois. Donc le football, au foot, ils le font de plus en plus. C'est pour ça qu'ils ont une oreillette. Ils expliquent des décisions. Quand la décision est claire, bon, il explique, mais sur des décisions un peu contestées, tu vois l'arbitre. Bon, il fait comme ça, il fait tirer le maillot, bon, c'est tout, il fait pas. Tu sais, l'un des premiers qui a fait ça, j'ai trouvé ça formidable, c'était Gigi Collina. Collina a été
Bah oui, mais oui, Colina a été au-delà de précurseur, pour moi, a été un très grand pédagogue sur un terrain. Oui, bien sûr, c'est un artiste. Bon, ça c'est peut-être un peu bizarre d'ailleurs, mais il a été l'un des pédagogues justement sur un terrain, et c'est ce qui lui a permis, je pense, de calmer beaucoup d'esprits. Et il s'est longtemps fait respecter sans qu'il y ait de gros problèmes sur ces matchs-là. C'était peut-être de la pédagogie qu'il avait installée sur un terrain que beaucoup d'arbitres n'avaient pas. Et je ne sais pas si on avait commenté ce match, c'est un derby milanais, tu te souviens? Oui. Où il a arrêté le match, il a fait une erreur, et après il a dit j'ai fait une erreur là. Il va vers le banc de touche de l'Inter, hein, et il dit laissez-moi. Autant pour non. Autant pour moi. Non, les gens avaient protesté. Même pas, il a reconnu sa faute. Les gens, tu vois, ils avaient protesté vraiment d'une façon assez. Il va faute une deuxième fois si jamais. Il est allé, il leur a dit autant pour moi, je me suis trompé. Et les mecs ils ont dit bon, ça y est, pas de problème. Mais c'était sur un but, je crois, ou sur un but, c'était. Mais nous, quand on se met à parler arbitrage, c'est que c'est mauvais. Sur l'arbitrage, finalement, c'est quoi? Quand il se met à faire partie du jeu, c'est mauvais. Moi, je me rappelle, il disait tout le temps, s'il vous plaît, ne dites pas l'arbitrage africain. Dites l'arbitre X ou Y qui a été coupable de telle ou telle faute. Il ne parlait pas... Parce que là, je l'ai vu sur Riyadi en début de semaine, le commentaire des arbitres là, pour les matchs de Coupe d'Afrique. Mais c'est scandaleux qu'on ait des arbitres comme ça. Je respecte, moi, ces arbitres. Je respecte beaucoup. Mais parler de cette manière-là des arbitres, les arbitres africains, on dit ça aussi. Quand on voit ce qui se passe chez nous, vraiment, regardez les fautes élémentaires, primaires. Non, il faut arrêter. Il faut faire confiance aux arbitres et les oublier. Plus on oublie un arbitre, plus on aura du foot. Pourquoi il faudrait peut-être davantage de pédagogie? Parce que des fois, tu sais, dans un geste que le joueur fait, il ne se rend pas compte de la faute qu'il a commise. Parce qu'il réagit à chaud. Voilà. Il ne se rend pas compte. Peut-être qu'en revoyant la faute lui-même, il la reconnaîtrait. Mais bon, quand l'arbitre siffle sur le coup, il dit non, je n'ai pas fait, je n'ai pas touché, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors qu'en fait, il l'a fait. Il l'a fait, mais de manière inconsciente. Oui, maintenant, il y a le kit. Et ce qu'il y a d'intéressant à relever aussi, c'est que l'arbitre centre ne suit plus automatiquement le juge de ligne. Il a beau le truc, allez, on joue. C'est moi qui ai vu l'action, t'as rien à voir. Et ça, on le voit de plus en plus, c'est bon. C'est bon parce que à ce moment-là, l'arbitre du centre, il a une personnalité. Oui, mais la dernière fois pour le match de Wydad, c'est l'arbitre de touche qui est venu influencer l'arbitre. Oui, ça c'est mauvais. Et voilà. Ça c'est mauvais. Alors que l'arbitre centre était à côté de l'action. Ouais, il était à côté. Multiplier les gens comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on oublie l'arbitre, qu'on laisse faire son travail. Qu'on ne fasse pas le sujet, l'intervenant par exemple. C'est pas le numéro 10 du match. Un arbitre de touche, par exemple, pour le match de Wydad, il n'a pas arrêté de faire des gestes. Il a commencé à faire ça avec son coude pour mimer le geste à l'arbitre central. Il n'a pas le droit de faire ça. Oui, du tout. Il a appelé l'arbitre de centre qui vienne le voir, qui lui dise à l'oreille ce qu'il a à lui dire, et voilà. Non, mais il n'a pas sifflé ce genre de faute non plus, parce que c'est l'arbitre centre qui était à côté de l'action. Mais il n'a pas sifflé. Ça, c'est un coup, une agression. Oui, il était loin, lui. Il était à 10 mètres. Et là, à lui parler dans son casque et de lui dire de venir et de lui dire ce qui s'est passé éventuellement, et c'est à l'ordre de juger. C'est ça. Mais de lui dire ce drapeau, le bidou, non, ça se fait pas. Oui, c'est flagrant. Mais l'arbitre de touche n'a pas à faire ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'a pas. Ouais. Dans le rugby, où il y a parfois de la torgnole, tu vois les arbitres de touche, ils parlent, l'autre il vient, il discute avec lui, et parfois ça s'est passé 2 minutes avant. Parce que dans le rugby, il y a beaucoup tu peux continuer à jouer, parce qu'on ne veut pas arrêter la progression. Et si elle n'est pas profitable, tu reviens. Si elle n'est pas profitable, tu reviens à 20 mètres plus loin, ou à je ne sais pas combien. Ouais. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut... vous voulez rajouter quelque chose sur Maroc-Tanzanie avant de passer aux éliminatoires africaines et européennes et sud-américaines? Voilà, rendez-vous dimanche à midi. Dans l'attaque, il y aura Hafidé, Bourzouk et... Qu'est-ce qu'il y a comme match à suivre? Bon, évidemment, il y a Côte d'Ivoire-Gambie. Hein? Côte d'Ivoire-Gambie, oui, demain. Côte d'Ivoire-Gambie. Alors, on redonne le classement. Il y a 4 points pour la Côte d'Ivoire. Toutes les équipes ont joué 2 matchs. 4 points pour la Côte d'Ivoire, 3 points pour la Tanzanie, 2 points pour nous et 1 point pour la Gambie. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut tout gagner. 4-3-2-1. Il faut tout gagner. Ça veut dire qu'il faut commencer par battre la Tanzanie. Non, battre 2 fois la Tanzanie parce que tu la joues sur les 2 prochains matchs. Bon, je suppose que le retour, c'est pas dans la poche. Il l'a très très bien dit. Je pense qu'il n'y a pas de calcul à voir sur ce match contre la Tanzanie. Est-ce que je vais défendre? Il faut ou tu ramènes 3 points ou tu sors clairement de la compétition.
Je pense que Taoussi n'a pas à se casser la tête avec des calculs à 2 balles. Ou alors tu reviens, tu écartes la Tanzanie qui est devant toi pour l'instant en attendant de jouer la Côte d'Ivoire chez elle à domicile. Ou alors tu te prépares pour monter une équipe pour la CAN 2015 qui tiendra chez nous. Il faut battre deux fois la Tanzanie, donc à commencer par dimanche puis le retour. Il faut battre la Gambie au retour, chez nous, voilà, 3 x 3, 9. Et après, on verra. Ce sera en octobre, c'est ça? Ce sera en juin. Non, je veux la Côte d'Ivoire. Ce sera en octobre. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a un faux pas de la Côte d'Ivoire, donc qui ramènerait la Côte d'Ivoire à notre niveau. Bon. Mais je rappellerai. Mais c'est peu probable. Oui, et comme on a fait un parcours. Ils sont pas non plus sur un long fleuve tranquille à Côte d'Ivoire en ce moment, avec la polémique qu'il y a, Fabrice Amouchi, Drogba, les joueurs majeurs. C'est pas non plus. Ils sont pas encore gagnés. Mais c'est peut-être ça le problème. S'ils avaient gardé les Drogba, donc les clans d'Akchi, là, on aurait eu plus de chance. Parce que là, si tu montes une équipe de jeunes, Bhal Diana, il y a Farouche. Non, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Ils ont juste écarté un clan. C'est la deuxième. Je ne dis pas jeunes, dans le sens de joueurs qui en veulent. Remplacer Drogba, il y en a qui en rêvent depuis un bout de temps. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grosse pointure qui risque dans ces éliminatoires? Bon, la Tunisie, ça tient, deux matchs de victoire. Je voudrais juste rappeler que notre groupe est un des groupes les plus relevés, parce que nous avons hiberné pendant 9 mois et on a perdu, je dirais, notre place au classement FIFA. Parce que quand tu te retrouves avec un groupe où il y a l'Éthiopie, la République centrafricaine, l'Afrique du Sud, que vous avez jugé lors de la dernière CAN, et le Botswana, c'est pas un groupe qui vous fait rêver. La preuve, c'est que l'Éthiopie est en tête. Bon, alors, la Tunisie, que ça en CAN. On a vu la CAN. On a vu la CAN. Ils ont fait une très bonne CAN. La Tunisie, qu'est-ce qu'elle a, la Tunisie? Elle a gagné ses 2 matchs. Elle a gagné ses 2 matchs, donc voilà. Elle reçoit le Sierra Leone. Et elle démarre avec un nouveau sélectionneur, Nabil Maloul. Soudan-Ghana, ça a l'air d'être engagé, Soudan-Ghana. C'est très difficile aujourd'hui de faire un point. Soudan-Ghana, c'est un match avec un air de revanche. Soudan-Ghana. C'est des retrouvailles souvent dans des compétitions africaines. Et les Soudanais, je rappelle qu'ils ont perdu sur tapis vert ces points-là et qu'ils ont fait appel. Donc, voilà. c'est vraiment un groupe compliqué parce qu'il va falloir quand même leur soustraire ces 3 points au classement actuellement. Voilà, donc le Ghana va recevoir le Soudan qui mène le bal avec un petit point d'avance sur le Ghana. Non, si on devait nous référer au nouveau classement FIFA, actuellement, c'est la Zambie qui serait en tête. Oui, bon, mais là... Ça, c'est un groupe plus compliqué. Soudan, Ghana, Zambie, c'est 3 équipes d'un niveau très respectable en Afrique. Alors que par exemple, vous avez Congo, Niger, Gabon, Burkina Faso. Burkina Faso qui a du retard à l'allumage et qui doit maintenant se rattraper parce qu'il a perdu quand même ses 2 premiers matchs. Et l'Algérie l'Algérie, retard à l'allumage aussi parce qu'il y a eu une défaite retard à l'allumage. Défaite face au Mali. Mais aujourd'hui, on peut très difficilement faire un point d'étape ou même spéculer sur ceux qui rencontrent du monde. On a joué que 2 matchs. Je pense non, mais je veux dire ceux qui ont déjà... Ouais, mais bon, il n'y a rien. Tu peux avoir gagné tes 2 premiers matchs et lamentablement te lourder sur les 4 suivants. Tu peux faire un point. Si tu prends le groupe I, par exemple, tu as la Libye qui est en tête devant la République démocratique du Congo. Mais ça veut rien dire. Ils ont joué que 2 matchs. Il y en a encore 4 à disputer. Ils ont joué 2 matchs. Et tu as la Libye qui est en tête. Tu peux faire un point d'étape relativement concret au bout du 4e ou 5e match, mais pas au bout de 2 matchs. Tu peux avoir gagné tes 2 premiers. Sur le papier, avant le début de la compétition. Et te lourder sur les 4 prochains. Sur le papier, avant le début de la compétition, le seul groupe où il y avait une compétition directe entre 2 grandes nations, c'était Hna. Et malheureusement, on a raté le coup. Et on rappellera qu'on pouvait être tête de série dans un autre groupe si on n'avait pas fait rond pendant 9 mois en 2010. Alors, en Europe, qu'est-ce qu'on a? On a, d'abord, en Amérique du Sud, on va avoir un super Uruguay-Paraguay. Paraguay quart finaliste en Coupe du Monde. Et attends, malheureux, parce que vous vous souvenez, le pénalty ils ont un but refusé pour hors-jeu. Casillas s'arrête un pénalty. La minute qui suit, c'est l'Espagne qui fait un pénalty et gagne 1-0. Donc les Paraguay, c'était... Il faut préciser que ces 2 équipes dans ces éliminatoires sud-américaines qui durent 18 matchs, c'est un marathon où les 4 premiers passent et le 5e est barragiste. Ni le Paraguay ni l'Uruguay ne sont en position pour l'instant de se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà. Barragiste, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer le 5e, le 4e de tu sais, sincèrement, l'Asie. En Afrique, là où nous n'avons pas beaucoup de compétitions d'équipes nationales, etc., on gagnerait à avoir un système de qualification comme ça. La Common Ball. Mais tu rigoles, comment?
Un système comme celui d'Amérique. Mais ils sont 10 pays là-bas. Oui, d'accord, mais on gagnerait ça fait 18 matchs. On gagnerait à avoir des groupes plus élargis. Parce que tout le problème, c'est quand tu fais un tirage au sort à 4, il y en a qui héritent de groupes, tu ne sais même pas comment. Il y en a d'autres qui souffrent davantage. Et à chaque fois, de bonnes équipes africaines qui ne passent pas. C'est-à-dire tu ferais 5 gros groupes. Voilà, un truc comme ça. 4, ouais. 4 ou 4. Voilà, où les groupes. Après, comment tu vas faire? Tu vas faire jouer 15 pays dans le même groupe. Il y aura 54 tu continues avec un barrage et avec un truc et puis ça y est. Mais c'est tu continues avec un barrage. Sur le niveau de l'Afrique, Aziz a raison, parce qu'on a reculé à force d'être égalitaire dans la philosophie du football africain, et ne pas favoriser les grands. On se retrouve avec des équipes qui ne réussissent plus rien, depuis le Cameroun, depuis le Maroc, depuis en Coupe du Monde pour la forme. Aujourd'hui, on n'est plus rien. Si on passe le premier tour... il faut dire quand même que le Ghana s'était pas mal défendu en Afrique du Sud. Oui, mais il y a 3-4 équipes. L'Afrique peut mieux faire. Sincèrement, elle peut mieux faire. Mais alors, un petit mot. Trouver un système adaptable justement au continent. Et non plus jouer les petits là. Parce que là, c'est la facilité. Mais on ne peut pas comparer l'Amérique du Sud où vous avez 10 pays. 10 pays. Cette année, bon, il y a pas le Brésil. Sans le Brésil, ça fait quand même 18 matchs. Mais on peut faire 3 groupes. Ça fait 16 matchs. Oui. On peut faire 4 groupes ou 5 groupes de 10 pays en Afrique aussi. Et faire un championnat. Et faire un bon championnat, une grande compétition. C'est pas assez. Il y a 53 pays. Combien il y a de... 53 pays dont 2 ou 3 sans forfait dès le début qui ne participent pas. Il y a une cinquantaine qui participent. C'est-à-dire que tu fais un premier écrémage, tu en as 13, tu les envoies balader et tu fais 4 groupes de 10. Et voilà. Ouais. Ouais, là, tu joues 5 groupes de 10. 5 groupes de 10. 5 groupes de 8 à 6. 5 groupes de 8. Voilà, 5 groupes de 8 équilibrés et tout, et tu fais de la bonne compétition. Et tu permets aux équipes de se préparer également. Tu rêves de remporter cette un petit mot. On nous donne un peu plus de place en Coupe du Monde. Un petit mot. Les 5 groupes de 8 aussi impliquent plus de matchs pour les équipes. Plus de dates FIFA. Mais attendez, voilà, impliquent plus de dates FIFA qu'ils n'ont pas forcément. Ah ouais, donc il faudra jouer avec des équipes locales, c'est pas possible. Parce que sur l'Amérique du Sud joue sur 2 ans les éliminatoires. 2 ans les éliminatoires l'Amérique du Sud. Pourquoi on ne le ferait pas en Afrique? Parce qu'on a la CAN. Même avec la CAN. Bon, messieurs, laissons-les du côté de la rive gauche ou la rive droite du Nil. Je ne sais pas où est-ce qu'est la fédération, rive gauche ou rive droite au Caire. Non, parce que ce qui est injuste, toi qui connais bien, ce qui est injuste dans le système actuel, camarade président, rive gauche ou rive droite? Rive centre. Ils sont pleins dans le fleuve, ils sont. Je crois qu'elle est rive droite. Ils nagent avec les crocodiles. Je crois qu'elle est rive droite. Rive droite. Bon, un petit mot sur la France et l'Espagne qui vont jouer, qui vont s'affronter mardi. La France qui fait comme l'Italie, qui rajeunit son effectif. Mais la France a un match contre la Géorgie. Pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Et la polémique, c'est est-ce que Giroud et Benzema sont compatibles en points? Et la polémique, c'est pourquoi Benzema ne chante pas la Marseillaise avant le... Ah non, la vraie polémique a secoué la France. On parle de terrain. Il y a la vraie polémique. C'est pas Giroud Benzema, c'est pourquoi Benzema ne chante pas. Lino nous a expliqué ça sur yabiladi.com. Allez sur yabiladi.com, vous aurez le point de vue de Mars Attack. En réalité, les joueurs de l'équipe de France voulaient la version d'Yael Gainsbourg. C'est pour ça qu'il la chante pas. Alors... et l'Espagne, elle reçoit la Finlande, c'est un petit peu un bulletin blanc, comme à la pétanque. C'est le retour. C'est le bulletin blanc. C'est le retour de David Villa en pointe. C'est un bulletin blanc, non, la Finlande? C'est un bulletin blanc. C'est comme à la pétanque quand tu joues pas, tu arrives. Pas forcément, ils sont pas mal. Franchement, la Finlande. Attendez, les gars. Du point de vue espagnol, je veux bien. Tu veux l'avis des Espagnols ou tu veux ton avis à toi? C'est pas une épreuve de ski. Pour eux aussi, étant donné que les 2 joueurs les plus importants de Bosquet que sont selon les Espagnols, Xabi Alonso et Xabi, sont chacun sur une jambe. C'est pas du tout. Ils ne vont pas jouer ce match-là. Il va faire tourner. Il va faire jouer certainement l'équipe qui a affronté l'Uruguay avec un peu plus de responsabilité pour Iniesta. On va saluer tout le monde. On vous donne rendez-vous donc évidemment pour le reste de nos programmes, de la journée, le week-end et puis tout. Rendez-vous évidemment surtout dimanche matin avec un super avant-match, Maroc-Tanzanie. Le match en direct à partir de midi avec Adil Omari qui sera aux commandes. C'est toi qui fais l'avant-match, et moi, tu vas m'excuser, je vais être absent toute la semaine. Ah oui, tu vas au Nigeria. Au Nigeria, voilà. Fais attention à ne pas te faire enlever. Mais t'inquiète, je pars avec lui en fait, je l'accompagne. Bonne matinée.